Bienvenue à tous dans ce calendrier de l'Avent 2025 du Basket Lab et cette année, pour attendre Noël, une saga Origine de Stars où nous replongeons chaque jour dans le passé pour redécouvrir les profils de draft des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, 24e et dernier numéro, LeBron James. Et pour cela, nous revisitons le profil de LeBron James, le grand LeBron James, grâce à l'article et plutôt au scouting report de NBADraft.net de l'époque 2003, et puis d'un article de Mark Stein pour ESPN avec des scouting reports qu'il avait interviewé des GM et scouts à l'époque en décembre 2002 pour ESPN. Origine de star, LeBron James, c'est parti. Premier article donc, scouting report de NBADraft.net, on est en 2003 évidemment. Comparaison NBA, Magic Johnson. Force du profil, sa vision et sa qualité de passe sont ce qui le font se démarquer à ce point de tout le monde. Un joueur avec ce cocktail de taille et qualité de meneur est extrêmement rare. Le seul joueur qui avait ça par le passé était Magic Johnson. Il n'y a pas 5 joueurs en NBA actuellement qui ont la vision de jeu et le passing de LeBron James. En plus de tout ceci, c'est également un véritable spécimen physique. The sky is vraiment the limit. A développé sa charpente pour que son corps soit déjà extrêmement épais et costaud, mais avec très peu de masse graisseuse. Il a déjà un NBA body à seulement 18 ans. Il a toutes les qualités pour jouer meneur, mais il sera probablement plutôt poste 2 ou 3 avant de pouvoir réellement mener l'équipe et l'attaque depuis ce poste-là. Mais lorsqu'on a un joueur avec ce type de qualité de passeur, on a envie de le voir diriger l'attaque lui-même à chaque fois que son équipe possède la gonfle, faisant donc du rôle de meneur de jeu sa véritable position naturelle. Il s'est par ailleurs montré tout à fait haut niveau, voire même à surpasser les attentes et la hype totalement démesurée à son sujet. Le jeu lui vient extrêmement facilement dans son cas, et c'est véritablement l'incarnation d'un prodige du basket. Il a d'ailleurs complètement changé la donne et changé la face du paysage de high school basketball du lycée, avec même des matchs qui ont été télévisés à l'antenne nationale. Carmelo a un meilleur jump shot que LeBron, et également un titre universitaire. Mais LeBron possède un potentiel immensément plus supérieur. Deuxième partie, faiblesse du profil. Toute la hype à son sujet paraît totalement inconsciente. Question, peut-il rester focus, concentré et impliqué pour continuer à travailler et améliorer son jeu malgré tout cet agitement médiatique autour de lui? Également, ses lancers francs doivent s'améliorer. L'intensité défensive également peut être bien meilleure. Actuellement, il est en dessous des 70% de lancers francs, mais ceci devrait venir avec le temps et l'expérience. LeBron a aussi tendance à vouloir faire l'action spectaculaire par moment, alors que parfois, une action très simple pourrait faire le job. On est, cela dit, peut-être probablement en train de chercher la petite bête à propos d'un joueur qui, habituellement, aime bien simplement faire le show et qui, il faut le dire, ne réalise ce genre d'action très risquée et spectaculaire, parfois avec du déchet, que dans des situations où le match est déjà remporté par son équipe. Ce qui, pour lui, au niveau lycéen, a tendance même à arriver très tôt dans les matchs, être à peu près sûr de remporter la partie. Mais, dernière faiblesse ou interrogation, personne n'a jamais réussi à surmonter une telle hype de lycéen. Quid de LeBron? Deuxième article à présent de la part de Mark Stein de ESPN. On est le 12 décembre 2002. Ça n'a aucune espèce d'importance qu'une seule et même équipe ne gagnera la LeBron Lottery en mai prochain. Ça n'importe pas non plus que la pire équipe de NBA n'a que 25% de chance, tout au plus, de gagner ce tirage. Ça n'importe même pas le moins du monde que le pire bilan de NBA n'a, historiquement, pas remporté le first pick depuis 1990, il y a 13 ans, et Derrick Coleman chez les New Jersey Nets. Le présupposé, pour aussi absurde que cela puisse paraître, est que toute mauvaise équipe va tenter de tanker pour obtenir LeBron James malgré tout ceci. Plus encore, et de manière amusante, personne ne semble avoir de problème avec le fait d'être soupçonné de le faire. Pour la simple et bonne raison que LeBron James est le rare prospect devant lequel tout le monde salive. Tout le monde parle de lui et tout le monde tank pour lui et tous les scouts NBA sont unanimes. Oui, il est bon à ce point. Ou plutôt même, oui,
LeBron mérite tout à fait ce flot totalement absurde d'agitation pour un jeune de 17 ans. Et parfois même, oui, il est meilleur que Kobe Bryant et Tracy McGrady au même âge. Vous aurez l'occasion de voir par vous-même mardi soir sur ESPN 2 lorsque l'équipe de James, on ne peut plus hyper mais largement inconnue pour l'instant, sera enfin montrée sur la scène nationale. Regardez pour vérifier et admirer les mêmes éléments mis en avant par les différents general managers et scouts NBA interrogés dans la rubrique qui suit. Première personne interrogée, scouting directeur d'une équipe de l'Ouest. Il aurait été le first pick de la draft l'an passé déjà à 16 ans. Ça devrait vous dire quel type de talent il est. De tous les lycéens venus en NBA récemment, LeBron se démarque de la concurrence de par son physique déjà prêt pour la NBA. Il est costaud, un très viril 6'8", 102 kg. Ceci étant dit, il est capable de faire la différence tout seul sur la vitesse aussi dès maintenant. La question est, que se passera-t-il s'il n'arrive pas à faire la différence sur son seul avantage physique ? L'aspect mental, émotionnel, ces domaines-là sont inconnus pour l'instant. La seule chose que l'on peut voir au lycée, ce sont ses qualités athlétiques. Il y a de nombreuses fois en lycée où Kobe n'avait pas à jouer à fond non plus, et c'est ce qu'on peut voir avec LeBron. Que se passera-t-il lorsqu'il devra enclencher la seconde ? Lorsque Kobe a dû le faire, il l'a fait. On voyait son envie de travailler dur et progresser. Il était enclin à se sacrifier. Voilà le genre de choses que l'on ignore avec LeBron à son âge. Mais d'un point de vue skills, il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Il a le passing pour être un meneur de jeu. Il peut être un arrière qui se crée son tir en sortie de dribble. Il a une vraie taille pour un poste 3. Son jump shot est le seul élément de son jeu qui a été pointé du doigt. Mais il a travaillé sur ça également. Il n'y a vraiment rien sur lequel on peut pinailler. Deuxième intervenant, interrogé par Mark Stein, un GM, General Manager de la conférence Est. Il a un excellent physique. Il sait comment scorer tout seul et pour lui-même. Il est athlétique. Il peut vraiment faire d'excellentes passes, ce qui le rend tout à fait différent des autres lycéens. Il n'y a aucun doute qu'il mérite toute cette attention. Notre job est de sélectionner les joueurs qui vont devenir géniaux. Et il y a chaque année des jeunes avec le label incroyable. Chaque année. Mais LeBron est tout à fait à part. Il n'y a personne, ni à la fac, ni chez les pros en termes d'évaluateurs, qui ne pense pas qu'il va devenir splendide. Je n'ai aucun problème à dire qu'il est aussi bon que Kobe et McGrady du moment qu'on précise à son âge. Troisième personne interrogée, un scouting directeur de conférence Ouest. D'un point de vue purement basket, c'est le meilleur lycéen que je n'ai jamais vu. Et j'ai vu des tonnes de matchs de McGrady. Il a un très rare cocktail de skills, mais aussi de charisme hors du terrain. Il est mature bien au-delà de son âge. Il encaisse toute cette attention médiatique incroyablement bien. Bien sûr, c'est aussi un super athlète qui mène le jeu et prend des décisions sur jeu ouvert. Et il joue, au passage, dans une équipe avec encore personne, aucun coéquipier, n'ayant reçu pour l'instant une bourse pour une équipe de division 1 de NCAA. J'ai vu son match l'an passé, lorsqu'il était en 3e année de lycée, et contre le senior 4e année, Carmelo Anthony. Et il a fait totalement jeu égal avec Carmelo, que les gens vont également désigner comme un joueur magnifique. Le scoring dans ce match a finalement été une quasi-parfaite égalité. 34 pour Melo, 36 pour LeBron. Mais Carmelo a eu beaucoup d'aide autour de lui. LeBron, lui, était partout et a rendu tout le monde meilleur dans son équipe. S'il fallait désigner une faiblesse, ce serait le shoot. Mais il n'est pas du tout mauvais. C'est un domaine du jeu où il devra travailler. Mais ce gamin joue dur et travaille dur. A l'inverse, McGrady était connu pour faire le malin au lycée. Non pas que ce fût une mauvaise chose non plus, mais il prenait certains matchs à la légère. Et physiquement, McGrady était un fil de fer. LeBron, lui, est un adulte physiquement. Il a les atouts et joue de la bonne manière. Quatrième personne interrogée, un scout de la conférence Est. Je ne dis pas qu'il ne peut pas devenir meilleur que Kobe et McGrady, mais je ne peux pas, en l'état, dire qu'il est meilleur que eux au même âge. Ces mecs-là m'ont juste bluffé. C'est impossible à expliquer. C'est juste un instinct, un ressenti. Mais je suis peut-être sévère dans mon évaluation sur LeBron à cause de la hype autour de lui. C'est évident qu'il est dans le même chapeau que eux, et ça semble plus qu'évident que les stars de nos jours sont à aller chercher au lycée ou à l'étranger. Je ne suis pas forcément pour, je préférerais voir ces mecs aller à la fac, mais les meilleurs joueurs n'empruntent plus ce chemin désormais. Il faut les dénicher directement au lycée ou depuis l'étranger. Le problème de prendre un lycéen est ensuite pour le coach, qui doit gérer tout un tas de choses qu'il ne doit pas gérer d'habitude, et ça prend du temps. Ces gamins ne savent même pas se servir d'un chéquier, par exemple lorsqu'ils débarquent. Le truc à retenir est que même si vous obtenez LeBron James, ça a mis 3 à 4 ans pour Kobe Bryant en NBA. Ces gamins ne transforment pas votre franchise directement. Cinquième joueur, un general manager de la conférence Ouest. La hype est totalement justifiée. Quand on voit à quel point Yao Ming est bon cette année, LeBron n'aurait peut-être pas été le first pick l'an passé à 16 ans contre Yao Ming qui donc débarquait plus vieux à la draft 2002.
Mais c'est un joueur de 6-8 qui peut jouer meneur. C'est un adulte au milieu d'enfants. Une superstar en pleine éclosion. J'entends les gens dire que le shoot est sa faiblesse, mais ce n'est pas son point faible, c'est son point le plus faible. C'est probablement un shooter moyen, mais Michael Jordan l'était aussi en arrivant en NBA. C'était un shooter très moyen. Kobe était probablement aussi un shooter moyen, en tant que rookie aussi d'ailleurs. La technique de LeBron est bonne, donc je n'ai aucune inquiétude. Dernière personne interrogée, General Manager de la conférence Est. Je serai très prudent quant aux louanges à faire à ces gamins en sortie de lycée, parce qu'on sait qu'il y aura un lourd ajustement à faire, qu'importe leur niveau de jeu de base. Mais celui-ci semble pouvoir débarquer et jouer de suite. LeBron est un talent phénoménal, peut-être le meilleur qu'on ait jamais vu en sortie de lycée. Ce sera intéressant de le voir jouer face à des joueurs NBA parce que actuellement, il n'est de toute évidence pas testé du tout. Donc vous le savez, à présent, quelques commentaires de notre part avec notre vision de 2025, peut-être même à la toute fin de sa carrière, on ne sait pas, peut-être ça va durer encore un peu, mais bref, donc des commentaires un peu en free flow aujourd'hui sur LeBron James, son évolution et ses scouting reports. Et bon, avant d'entamer le sujet, les scouting reports en soi, c'est vrai que en fait, il est tellement vieux que pour le coup, il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Il est vraiment de l'ère avant Draft Express, donc Draft Express commence à peu près vers 2004, 2005 à peu près, donc on est avant Draft Express, pour ça que c'est un peu compliqué de trouver des vrais scouting reports, d'autant plus que voilà, il n'y a pas non plus la culture un peu du scouting comme on a aujourd'hui en termes de jolis articles, en termes de vidéos. Évidemment, c'est Internet au début, il fallait tu pouvais pas charger une page en moins de 20 minutes. Enfin voilà, il y a plein de trucs où finalement à l'époque, la draft et les scouting reports, c'est une liste de qualités et défauts pas très longue, mais il n'y a pas du tout des gens impliqués là-dedans, il y a pas du tout, c'est un truc sympathique, c'est un truc du milieu, on va dire, mais d'un point de vue médiatique, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc c'est un peu, on est sur une ère totalement différente. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais obligé de prendre NBADraft.net, qui est un site, je suis pas hyper fan, comme déjà dit, je pense pas qu'il soit, à l'époque il était pas très bon, en tout cas il y a une époque, maintenant je sais plus trop, mais là pour le coup l'article est assez bon, je trouve, même plutôt très bon, je dois dire. Donc voilà, NBADraft.net qui eux est le plus ancien site qui existait déjà, mais voilà, vous voyez bien que c'est un peu une liste force-faiblesse avec des phrases très courtes et c'est une liste, ce sont des listes de qualité défaut, mais il n'y a pas des jolies phrases, jolis articles, ça va pas non plus hyper loin. Mais voilà, et donc j'ai complété aussi par, plutôt que, vu qu'on n'avait pas un peu du vrai scouting, du basket à se mettre sous la dent, j'ai complété avec un article qui essayait un peu de mesurer, donner au moins la température de l'époque. Et donc, là encore, c'est Mark Stein, très connu, Mark Stein aujourd'hui encore, un journaliste qui donc interview pas mal de GM et de scouts de l'époque, et chacun donne un peu son avis. Vous avez vu que ça va un peu dans tous les sens, j'ai envie de dire. Non, quand même pas. Il y a une certaine unanimité par rapport à LeBron, mais avec parfois un peu des différences un peu marrantes aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut en parler aussi. Il y a plein de marqueurs temporels dans cet article, mais parce que voilà, on est en 2003, même 2002, pardon, décembre 2002 carrément. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on parle notamment de Kobe et T-Mac à ce point? Je rappelle, c'est des mecs qui ont été draftés en 1996 et en 98, je crois, T-Mac. Et grosso modo, c'était des lycéens directement vers la NBA. Et c'est ceux qui étaient en train de le plus réussir, on va dire. Bon, il y avait Garnett aussi, mais en tant qu'extérieur, waouh, ces mecs-là sont All-Star, All-NBA, etc. Donc T-Mac à son prime, Kobe à son prime, d'où la comparaison un peu naturelle avec ces mecs-là. Pour le coup, également marqueur d'époque, à quel point vous avez vu les questions de rôle et de poste sont très, encore plus même que nos articles de début 2010, à quel point les notions de poste et rôle sont très ancrées, encore non, le meneur doit faire ça. Je crois que dans l'article, parfois, il y a un GM qui dit oui, non, il peut être meneur, il peut mener le jeu, ou alors il peut être poste 2 et créer en sortie de dribble. Voilà. Alors que, parce qu'à l'époque, mais pourquoi est-ce qu'un meneur pourrait créer pour lui-même? Pourquoi est-ce qu'un meneur crée en sortie de dribble sur drive? Voilà, c'est un peu ce truc marrant, je trouve, de là encore, marqueur d'époque, et qui en plus, on peut en dire deux mots, mais LeBron James, c'est même pas lui qui a changé le jeu de ce point de vue-là, en tout cas, même pas lui qui a changé les mentalités, parce que pendant longtemps, on dit, on invente un peu, alors je sais pas si on l'invente pour lui, je crois pas, mais on parle un peu de point forward, pour le coup, avec lui. Larry Bird était quand même très comme ça aussi, pour le coup, maintenant que j'y pense, mais il y a un peu cette notion de point forward, mais il y a toujours oui, mais il faut un meneur à côté, quoi. Il n'y a pas ce truc automatique de non, mais c'est LeBron le meneur, voilà. Aujourd'hui, on admet facilement, et pas que pour LeBron, pour plein de joueurs, c'est oui, non, mais c'est lui le meneur, c'est lui l'initiateur principal, même plutôt on dit aujourd'hui. Alors que même à l'époque, on savait que c'était le meilleur passeur de Cleveland, etc. Et pourtant, il y avait encore ce truc de, mais c'est pas le meneur, il joue ailier, voilà. Et parce qu'on s'accrochait un peu trop à ces notions qui ne veulent rien dire, de poste plutôt que de rôle. Et donc on disait non, c'est l'ailier, et donc il faut un meneur à côté. Donc au début, pendant les premières itérations des Cavs, il y a eu
plein de versions différentes, mais notamment la dernière avant qu'il parte. Donc c'est Mo Williams, notre fameux Mo Williams qui est All-Star même cette année-là, un meneur shooter, on va dire, mais assez créateur. Et puis à Miami, c'est Chalmers, qui lui, pour le coup, est un vrai 3&D. Chalmers, un peu ce prototype-là qu'ensuite on va voir par la suite avec lui. Ensuite, il y a Cleveland. Bon, à Cleveland, il y a un talent hors pair qui est Kyrie, donc ça règle un peu la question. Mais et puis du côté des Lakers, c'est qui d'ailleurs? Je suis même pas sûr qu'ils avaient tout le temps un meneur, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de Danny Green, je crois, titulaire pour le titre. Alors, il est pas dans la bulle, mais Avery Bradley aussi est titulaire pendant la saison 2020, une grande partie, élément ultra important de la régulière 2020. Bradley, voilà, on est plutôt sur le profil 3&D, quoi, pour le coup. Donc ça, KCP aussi qui était par là. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Aujourd'hui, bon, il y a Luka Doncic et il y avait Austin Reeves, mais Reeves, c'est pas non plus un meneur dans l'âme. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que même pendant longtemps, LeBron, qui aurait pu être donc ce mec qui va changer les mentalités, bah, peut-être un peu, mais pas tant que ça, quoi. Même quand lui était moi j'ai commencé à suivre, il était en 6e, 7e année NBA déjà, 2010, il y avait un côté où, non, on parlait encore de différenciation entre meneur et ailier, quoi. Et en fait, c'est avec cours en 2010 qu'on a, ça y est, enfin abandonné cette idée-là petit à petit, mais donc c'est pas lui qui a changé les trucs, mais peut-être un des symboles aussi de ça, assez clairement. Et puis non, autre marqueur d'époque aussi très rigolo, c'est la phrase d'un GM qui dit oui, aujourd'hui on sait que si on veut une star, il faut aller la chercher, soit au lycée, soit à l'étranger. Mais les talents ne vont plus en NCAA. Et ça, je pense que ça vient totalement capturer une période qui est très précise et très courte de l'histoire de la NBA, donc précisément début année 2000, où finalement on était quelques années après et dans la période où les lycéens passaient le cap. Voilà, donc je crois qu'un des premiers, c'est Kevin Garnett de 95, qui était un lycéen très, très coté, qui il saute le pas directement vers la NBA. Kobe Bryant 96, McGrady 98, voilà un peu ces mecs-là. Mais en 2002 ou 2003, ces mecs-là ont déjà un peu commencé à être bons, et à être très bons, et à être géniaux. Vous voyez, donc il y a un peu ce truc-là. On est assez avancé dans cette ère des lycéens, et on est aussi dans l'époque où le basket s'internationalise peut-être plus que jamais, fin 90, début 2000. Il commence vraiment à le faire. Il y avait déjà eu des autres pionniers, tout ce qui était Petrovic, début années 90 notamment, ou des mecs comme ça, évidemment. Mais Dirk Nowitzki, 98 aussi comme draft, et qui est très bon de suite. Et puis, il faut dire aussi que donc c'est ce croisement parfait. Yao Ming, draft 2002. Bref, il y a ce croisement entre, au final, le basket universitaire ne recevait plus les top talents lycéens qui, eux, allaient directement au lycée. Et il y avait aussi donc cette mondialisation du basket qui faisait que des prospects d'ailleurs pouvaient arriver, et des top prospects. Ce qu'on n'avait pas forcément autant avant. On avait des bons joueurs, on n'avait pas des top prospects comme des Yao Ming, comme Darko Milicic aussi, d'ailleurs, qui va être numéro 2 2003. Milicic, c'est un peu pareil. Mais c'est rigolo parce que ça ne va pas durer du tout cette époque. Je pense que si on fait le même article en 2005, ils arrêtent de dire ça. Donc parce que certains bigs ou certains top prospects internationaux vont se planter, et aussi parce que la règle des lycéens va s'arrêter justement en 2005. Et donc de nouveau, les top lycéens vont aller vers les facs, et donc ça va créer un peu plus tard l'ère des one and done, etc., etc. Voilà, donc c'est un moment très précis de l'histoire où on se dit non mais en fait c'est étranger ou lycée et pas du tout la fac. Mais voilà, ça c'est joli marqueur d'époque aussi, vestige de cette époque-là. Bon alors, que reste-t-il à dire? C'est un peu le problème d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs des auditeurs qui me l'ont dit. Ouais, est-ce que c'est pertinent finalement d'encore parler de LeBron en 24e numéro? C'est vrai, et c'est totalement vrai. Que reste-t-il à dire sur LeBron? Aujourd'hui, je pourrais pas faire plus que ce qu'on a déjà fait. Je pourrais pas faire mieux, d'ailleurs, surtout, que le livre de Nico Stilbolin, que vous connaissez, Stilbolin, Nicolas AAA, son nom d'auteur. Il a écrit un bouquin littéralement sur LeBron James en high school. LeBron James avant LeBron James, qui est une enquête journalistique qui s'est replongée dans tous les documents d'époque, et il nous fait vivre en fait comme à l'époque, comme si on y était, vraiment le cas LeBron depuis donc les années lycée jusqu'à la draft, grosso modo. Mais avec ce côté comme si on y était à l'époque, de vivre, de découvrir petit à petit, etc. Donc ça, c'est un vrai document journalistique. Je ne pourrais pas faire mieux aujourd'hui que ça. Donc je vous encourage à aller voir. Si vous n'êtes pas très lecture, on a fait un podcast avec Nico là-dessus, en décembre dernier d'ailleurs, un peu juste avant Noël, je crois. Également, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qu'on a déjà dit? J'avais sorti, pareil, décembre dernier, un spécial 40 ans de LeBron, qui est un peu une compile de tout ce qu'on avait déjà dit sur LeBron, c'est-à-dire notre top 100 année 2010. On est passé 1 heure sur LeBron, donc décrire toute la décennie 2010, le style de jeu, les évolutions tactiques, etc. Donc là, très complet encore une fois, ce genre de choses. Avec, au passage, je vous invite à l'écouter parce qu'il y a une partie stat à la fin. Vous allez voir à quel point la décennie, d'un point de vue stat, est totalement absurde. Du genre, il a joué il y a plus de victoires en playoff que 15 équipes de NBA durant la décennie, ou voilà, des stats totalement folles comme ça. Plus, pareil, on a aussi discuté avec Antoine quel était le meilleur pick de LeBron sur cette période. Est-ce que c'est Miami? Est-ce que c'est Cleveland? Bref, on peut pas faire plus finalement que ce qu'on a déjà fait. Donc finalement, que reste-t-il à dire?
Ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un rapide tour du profil scouting et le avant-après. Ça, c'est vrai qu'on le fait pas tant que ça. Donc, le avant-après, ce prisme-là est intéressant, mais sans y passer trop longtemps. Et puis, peut-être après, pour essayer d'être un peu intéressant, hein, et pas répéter les mêmes choses que d'habitude, prendre 2 angles différents, un peu plus dans le prisme historique. Mais on verra ça tout à l'heure. Commençons rapidement par le scouting. C'est vrai que moi, le point principal avec lui, c'est le fait qu'on a explosivité 10 sur 10, cerveau 10 sur 10, plus la taille d'un lit aussi, parfait pour le poste, 10 sur 10 aussi, et le toucher de balle, alors qu'il est peut-être pas 10 sur 10 le toucher, on est peut-être à 8 ou 9 si vous voulez. Mais en fait, ce cocktail-là est totalement unique. C'est-à-dire un mec qui a, on va résumer, un ailier qui a du toucher, donc un peu capacité à scorer, mais surtout un combo de à la fois peut-être le mec le plus explosif, le meilleur athlète qu'on ait jamais vu, et je pense qu'il doit être dans la conversation, mais en plus, également, je pense, le meilleur cerveau qu'on ait jamais vu. Alors, il y a de la compétition avec, il y a peut-être Jokic doit être par là, ou des mecs comme ça, même historiquement, je veux dire, des mecs ultra intelligents dans l'histoire. On doit en trouver. Mais des mecs à ce point intelligents qui sont dans le même temps le meilleur athlète de l'histoire, ça n'existe pas, ou vice-versa. Des mecs qui sont athlétiquement incroyables, mais qui n'ont pas du tout le même cerveau, parfois même pas bon, mais encore moins très bon, encore moins élite, encore moins top 2, top 5 all-time, ça n'existe pas non plus. Donc en fait, je répète, explosivité, cerveau, taille et toucher, ce cocktail, il n'est pas juste fabuleux, il est unique. On n'a jamais vu ça. Jamais. Et depuis plus de 20 ans, on ne l'a pas revu non plus. On n'avait pas vu ça avant. Et en fait, pour moi, c'est même pas l'analogie. Oui, c'est comme quand tu gagnes au loto. Tu grattes 4 trucs et ça, tu gagnes, tu as les bons numéros. Pour moi, c'est même pas ça. Pour moi, ce cocktail en termes de scouting, c'est pas gagner au loto, c'est jouer 4 semaines d'affilée au loto et gagner 4 fois d'affilée. C'est à ce point, entre guillemets, improbable, à ce point rare, à ce point unique de faire ça. Vraiment, c'est littéralement comme si, tiens, je vais jouer 4 semaines d'affilée et à chaque fois, je gagne le pactole de l'euro million, quoi. C'est absolument délirant. Et il y a un truc qui est sous-coté, à mon avis, aussi, parce qu'on parle un peu de scouting, on n'en parle pas beaucoup. Et même moi, là, je viens de parler de l'explosivité. Explosivité, détente verticale, explosivité aussi horizontale au démarrage, le premier pas qui était de la folie, etc. Alors, je dis été parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué, c'est normal, il est vieux, il a 41 ans, mais enfin, il va faire 41 ans dans quelques jours. Mais non, mais il y a un côté sous-côté, dans les qualités athlétiques en général, c'est justement pas mal de caractéristiques sur lesquelles c'est pas que explosion, c'est pas que la détente, c'est pas que l'explosion au démarrage, il y a plein d'autres qualités athlétique sur lequel il est fantastique. Un peu comme, souvenez-vous, on parlait de James Harden ou Luka Doncic ou SGA, c'est pas des athlètes de fou, mais il y a un truc qui était sous-coté, c'était la décélération. Qualité un peu cachée ou pas pondérée bien, à quel point ils peuvent décélérer, qui est une qualité d'élite, alors qu'ils n'ont pas l'air d'athlètes d'élite au sens classique. Pareil pour Jokic, certains points de agilité pour la taille, coordination pour la taille, et ainsi de suite. Et je pense que LeBron, on voit les dunks, on voit les posters, on voit le aérien, on voit le highlight, on voit tout ça, c'est incroyablissime. Mais c'est vrai qu'il y a des qualités biomécaniques qui sont totalement incroyables aussi. C'est pas que l'explosif tout droit, quoi. C'est un mec qui est beaucoup plus que ça. Je parle notamment de coordination de corps, coordination avec la balle, évidemment, la proprioception aussi, c'est quand même assez... ça c'est aussi un peu le cerveau, mais même en termes de relatif au corps et comment est-ce que tu bouges dans l'espace et ainsi de suite, la fluidité de corps, plus que explosif, c'est aussi fluide avec ballon. C'est pas juste, tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas tapé sur Andrew Wiggins, mais Wiggins, c'est un peu le tout droit explosif, quoi, si vous voulez, à l'époque. LeBron, c'est pas ça. Il peut aller tout droit explosif, mais il peut aussi être fluide et un peu naviguer dans l'espace. Il y a le contrôle du corps, évidemment, qui est totalement fou. Et pas que, encore une fois, pas que sur l'aspect de encaisser les chocs, même si ça en fait partie, mais un aspect de pouvoir descendre le centre de gravité très bas, rester en équilibre en étant très bas. D'ailleurs, la puissance, tout simplement, la puissance pure et la puissance fonctionnelle avec ballon. C'est pas pareil que juste le costaud, parce que si vous donnez un ballon à, Trey Jamison actuellement, il pourra pas l'utiliser, sa puissance, il sait pas le faire. LeBron, oui, il y a surtout, ça aussi, la contorsion qu'il est capable d'avoir. Donc c'est un peu lié au contrôle du corps, mais la contorsion, notamment en l'air, pouvoir un peu se bouger dans tous les sens, notamment sur les finitions, où parfois, vous savez, quand il va main gauche, il y a une époque, il aimait bien un peu il arrive main gauche, drive main gauche, un peu se tourner complètement en l'air et quand même arriver à finir main droite. Et on se dit, mais le tir est totalement désaxé, c'est pas bien. Et avec LeBron, il y avait ce côté où, certes, le tir était désaxé, mais la contorsion en l'air était quand même assez folle. Et en plus, il arrivait, c'est la clé aussi, la capacité à trouver un équilibre en l'air. Et parce que la carrure, les épaules, et bonne détente aussi. Et en fait, il arrive à se stabiliser en l'air. Et donc, même si le tir a l'air désaxé, genre main droite, jump shot main droite ou flotteur main droite, alors que tu es en train de tomber sur la gauche ou ce genre de choses, en fait, cette espèce d'énorme partie haute du corps qui se stabilise en l'air
lui offrait un truc de fou. Et je crois qu'on en a parlé aussi un peu avec Shai Gilgeous-Alexander. Pour moi, c'est un peu ça. Un calibre un peu moins. Mais vous savez, le côté où il se jette en l'air pour son jump shot, il jump et une stabilité qui est trouvée en l'air avec la mécanique, comment est-ce qu'elle est faite, les épaules très larges, les très longs bras. Il y a une espèce de stabilité comme ça où, en plus, à la fin, il y a juste à mettre le tir avec le shotmaking pur, quoi. Donc ça, c'est fou. Ajustement aussi en l'air, main faible. Donc là, il y a une notion aussi, c'est un peu lié au cerveau, mais de réactivité, en défense, en attaque. En attaque, j'arrive vers le protecteur de panier qui tend la main. Hop, je suis capable de, en l'air, m'ajuster. Et même, on parle sur un quart de seconde, fraction de seconde, si le protecteur de panier commence à rabattre le bras, hop, je peux éloigner encore le ballon et s'ajuster en l'air, donc en attaque, mais pareil en défense. Si je suis le protecteur de panier et qu'on fonce sur moi, je suis capable, main droite ou même main faible, main gauche, de m'ajuster en l'air, de bien viser pour contrer le ballon. Donc en fait, c'est quand même fou, et j'ai même pas encore dit des trucs basiques de type, voilà, le décollage à partir de 2 appuis ou en appui. C'est aussi la clé. Certains mecs sont explosifs pour le démarrage et même pour la détente, mais la détente n'est obtenue que à partir de 2 appuis, donc vraiment les 2 pieds ensemble, hop, et je décolle avec une poussée sur les 2 jambes, c'est ça qui va donner l'explosion et la puissance, l'élévation, mais à partir d'un appui, ça peut être compliqué. En fin de drive, en trafic, en fin de course, t'as un peu perdu t'as pas autant de puissance dans un pied ou dans un appui pour décoller à partir de un appui et monter aussi haut. LeBron, oui. Donc vraiment, je voulais un peu développer parce que c'est des qualités un peu athlétiques qui sont pas non plus méconnues, mais pas souvent mis en avant sur LeBron. Et si on a le meilleur joueur de l'histoire ou le deuxième, on n'est pas là pour faire le débat avec Michael Jordan, mais si on a un mec qui est top de all time, c'est parce que en fait tous les feux sont ouverts. Comme dit, je sais plus à qui on en parlait, je crois que c'est Curry. Mais il y a un côté comme ça, Curry dans le shoot, c'est pas juste 2 ou 3 qualités top et puis tiens, il y a une qui est pas top. Non, le meilleur de l'histoire au shoot, Curry, tout est bien, tout est ouvert, tout est même à un niveau d'élite. LeBron, c'est pareil. C'est pas juste le mec explosif, c'est le mec qui a toutes les qualités partout. Contorsion, équilibre en l'air, flexibilité des chevilles, flexibilité du corps pour descendre bas, la proprioception, la coordination avec ballon, la puissance avec ballon, ajustement main faible, réactivité, la capacité d'extension aussi, défense et attaque, le tendre les bras et avoir ce contrôle du ballon et donc cette habilité, ce genre de choses. Bref, c'est le package complet niveau athlétique. Pour dire aussi, on a plus de 20 ans de carrière, donc l'évolution physique est assez marrante parce qu'au début on a vraiment le jeune très frais et qui est ultra explosif, avec même, il est puissant, mais très puissant, mais il est un peu plus fin que ce qu'on connaîtra par la suite. Donc le LeBron première version, vous allez voir, c'est un mec qui est relativement fin. Je pense que le LeBron première version, c'est peut-être le meilleur athlète de l'histoire de la NBA, peut-être, je pense, ou alors on n'est pas loin. Mais un mec qui est costaud, mais pas tant que ça, donc assez léger encore pour ses standards, et qui va décoller extrêmement haut. Donc ça, c'est le premier passage. Miami, il va se renforcer un peu, Miami, et ça va plutôt être une version tank à Miami. C'est-à-dire encore l'explosivité, parce qu'il était encore assez jeune, mais l'explosivité, la détente et la vitesse va être mise sur un corps dorénavant beaucoup plus costaud, et ça fait une version un peu, peut-être la plus terrifiante. C'est le train qui te fonce dessus, quoi. C'est pas juste la trottinette ou le vélo qui te fonce dessus. C'est léger, mais ça fait mal parce que ça va vite, tout de même. Mais quand c'est une voiture ou un camion ou un train qui te fonce dessus, il y a le poids en plus. Donc, bref, on va pas faire de physique aujourd'hui. Mais c'était délirant, quoi. Voilà, donc ça, c'est la version Miami. Je trouve que Cleveland, deuxième passage, 2015-2018, on a une version qui est un peu plus raffinée, un peu plus fit en un sens. Et je pense que c'est aussi pour mieux survivre en NBA. Parce que les années commençaient à s'accumuler. Je crois qu'il a 30 ans en 2015. Du coup, le fameux tweet, souvenez-vous, LeBron a 30 ans, this fuckery won't go long for last, won't last for long, pardon. Bon, c'était 2015. Et donc, il y a un côté où il a dû un peu perdre du poids pour justement survivre un peu mieux, parce qu'il avait plus autant d'explosivité. Et ça, il en a quand même beaucoup, énormément. Mais pour mieux durer, il fallait perdre un peu. Il l'a fait. Donc, de nouveau, Cleveland 2.0, pour moi, on est sur un peu plus fin. Donc assez mobile, toujours hyper mobile. Et puis, Lakers, on a de nouveau, je trouve, retrouvé un peu plus de le tank. Vraiment le tank très puissant aussi. Alors au début, Lakers du début, il est quand même explosif. Explosif et rapide et vif. Au début, les Lakers, je dirais que c'est vers 2022, ou plutôt 23 même, 23, 24, 25, là aujourd'hui, on a une version qui est beaucoup plus puissance que mobilité. Et même, je trouve que cette année et l'an passé, 24-25, on a vraiment... en fait, il y a le jus pour décoller, et plus trop là, on a entre guillemets que un mec qui est un bulldozer, quoi. Et ça marche, Je crois que c'est en quoi ? C'est en 24, sous Darvin Ham, où c'est encore un top 5 driver de NBA, avec moteur de transition élite, la meilleure de NBA, et le drive, parce que Darvin Ham arrive à bien organiser le terrain pour avoir une fréquence au panier et lancer franc qui est élite. Et LeBron était de nouveau top 5 NBA là-dedans, quoi. Avec Anthony Davis qui a accepté de jouer pivot, donc ça donnait du spacing, mais voilà. Je veux dire, rien que ça,
Rien que le fait qu'à 39 du coup, 39 ans, LeBron a pu être top 5 joueur de NBA en termes de productivité sur drive, c'est la folie. Alors que comme dit, il avait perdu la pointe de vitesse et la verticalité aussi, hein, ça pour le coup. Mais c'est comme c'était le bulldozer, ça marchait bien. Donc ça, c'est quand même l'évolution un peu athlétique de la carrière. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que lui, comme dit Cleveland, deuxième passage, s'est affiné pour un peu mieux survivre à l'âge. Bon, l'âge n'est venu que plus tard, le déclin physique, mais ce qu'on peut rajouter aussi, et ça on l'avait déjà dit, donc pardon pour la répétition, ceux qui ont écouté les autres épisodes, il y a un côté pour moi où le jeu s'ouvre totalement en termes d'espace et pile en accord un peu avec son déclin physique. C'est-à-dire que pendant que lui perdait de plus en plus, parce que l'âge avançant et les années passant, lui perdait de plus en plus de mobilité, explosivité, détente verticale, etc., de vivacité, plus, dans le même temps, le jeu NBA s'ouvrait. Donc, courant 2010, plus il y avait d'espace entre 2013, 14, 15, 16, 17, etc., jusqu'à 2025 même, plus lui déclinait, plus le spacing augmentait, ce qui fait que, en un sens, pendant longtemps, voire même très longtemps, ça a participé un peu, je ne vais pas dire à cacher ses faiblesses, au contraire, mais plus un côté, c'était la timeline absolument parfaite. Donc là, pour une fois, il y a peut-être un truc dans sa carrière qu'il a pas, où le crédit ne lui revient pas. mais voilà, blague à part, pour le coup, c'est quand même, ça a été un coup de boost en plus, quoi. Parce que si on a LeBron qui fait ça, mais entre 95 et 2015, la carrière, peut-être qu'il n'y a pas ça, quoi. Et peut-être que dès 2005 ou dès 2008, on dit, ah ouais, c'est quand même un peu plus lent qu'il y a 10 ans, et il n'y a quand même pas assez d'espace, donc ça galère. Alors que là, on l'a quand même vu beaucoup moins galérer parce que les qualités athlétiques ont suivi cette évolution. Donc ça, c'est aussi un point important. Et je pense même que au-delà du côté athlétique, l'évolution de la NBA a aussi suivi, lui, son jeu. Et c'est-à-dire que quand on a eu explosion de la chasse au mismatch, le pick and roll, le spread pick and roll aéré, voilà, vous voyez ce genre de choses, lui, il avait ça de base, le cerveau, on a dit, c'est un des meilleurs de l'histoire. Je pense qu'au début de carrière, il n'était pas encore à ce point intelligent. Il était il était quand même de base, beaucoup instinct, intelligence, le passing, d'accord. Mais en vieillissant, on sait à quel point LeBron, c'est un cyborg en termes de mémoire justement et en termes de manipulation de défense. Donc je pense que le LeBron vers 2015, Cleveland deuxième passage, le cerveau, il n'est pas élite, il est ultra giga élite. Et donc en fait, après 10 ans de carrière à accumuler des données dans le cerveau, arrive désormais le jeu de pick and roll, le jeu espacé et le jeu où en fait LeBron, il est désormais le mec qui peut dominer là-dedans complètement, avec manipulation de défenseurs de haut niveau et jeu de lecture de pick and roll dans l'espace. Et peut-être que si on balance le LeBron 2003, 2005 ou 2007 là-dedans, je pense qu'il aurait réussi haut la main. Mais est-ce qu'on aurait eu le même niveau de manipulation de défense, de filouterie, de ce genre de choses ? Peut-être pas. Peut-être pas à ce point en tout cas. Alors que là, on a eu, encore une fois, le truc parfait de 10 ans d'accumulation de données dans sa tête. Et donc, quand il arrive, et quand le jeu explose vers ce côté pick and roll, lui, il est en mode, ah oui, mais je sais tout, je connais les couvertures, je connais les espaces sont plus grands, donc je peux m'infiltrer, je peux passer plus facilement parce que les espaces sont là, etc. Donc, c'est vraiment jackpot total de la NBA qui a un peu aussi accompagné, alors, c'est pas pour lui, mais la NBA qui a explosé de la bonne manière aussi pour lui, à la fois en termes d'espace et de jeu, pour ses qualités athlétiques et ses qualités de cerveau, on va dire. C'est vrai que le post-up aussi est apparu à Miami, pour compléter un peu le profil. Le post-up est... Bon, il y a un peu la légende, vous savez, il allait bosser le post-up avec Hakeem Olajuwon. C'est vrai en partie, mais il s'est pas non plus apparu totalement de nulle part. Mais en tout cas, il a bien raffiné tout de même ce côté puissance. Mais voilà, c'est lié aussi, on l'a dit, c'est pas que du savoir-faire, c'est aussi l'aspect de... À Miami, il était plus costaud, plus puissant. D'ailleurs, au final... les meilleurs chiffres d'efficacité de LeBron, je crois que c'est le seul de l'histoire. Même Curry l'a pas fait, même Durant l'a pas fait, même Jokic l'a pas fait, même Jabbar l'a pas fait. C'est le seul de l'histoire à avoir jamais fait 2 saisons consécutives à la barre des plus 20% d'efficacité à la moyenne. Je répète, plus 20%. Comme dit à chaque fois, si vous avez écouté la série, il y a des stars qui sont au niveau de la moyenne, il y en a qui sont à plus 4, plus 5, il y a un palier encore à plus 10, là c'est waouh, costaud, hein. Tout ce qui est SGA, Lillard, Kyrie, parfois des Harden vont aller gratter plus 14, plus 15, Giannis c'est aussi par là, plus 15, plus 18 parfois, et puis il y a la catégorie des plus 20 carrément, et là il y a 15, 20 saisons dans l'histoire de la NBA depuis au moins 40 ans, on va dire, qui font ça, allez, on va dire 20-25 dans l'histoire complète, 25 saisons individuelles, pas plus, qui ont ce truc-là. Mais lui, c'est le seul, c'est pas lui qui a le plus de saisons à plus 20, mais c'est le seul qui l'a fait 2 fois d'affilée. Miami 13 et Miami 14. Et c'était aussi pourquoi, parce qu'il shootait bien à 3 points, on va en parler, ces saisons-là, sur un petit volume, mais le post-up était aussi dévastateur.
Donc là aussi, à la fois lui prend le post-up pendant que l'espace commence petit à petit à s'ouvrir. Voilà, c'est parfait. Donc ce post-up est venu compléter un jeu plutôt d'extérieur, on va dire, de driver à l'époque. Et à partir de Miami, il peut tout faire. C'est un peu l'idée, grosso modo. Le jump shot, je pense que le cas de LeBron avec le jump shot est un des meilleurs exemples de ce qu'on répète souvent. Donc là encore, pardon pour la répétition, mais le fait que le jump shot, c'est une question de mémoire gestuelle aussi en partie. Pas que, mais de mémoire gestuelle. Donc forcément, LeBron James qui arrive au bout de 10 ans de carrière, c'est-à-dire que dans sa vie, il a tenté 1 million de tirs, plutôt que quand il a 18 ans, il en a tenté que 300 000. Quoi. Donc forcément, quand tu répètes le geste encore et encore, il faut bosser, hein, évidemment, c'est bosser. Mais au bout d'un moment, comme le jump shot, c'est de l'exécution d'un geste de manière un peu automatique, tu penses pas à chaque tir, tiens, il faut que je mette le bras là, etc. Donc c'est un peu de l'exécution automatique. Et lui, c'est un des meilleurs exemples de, ok, avec l'âge, effectivement, le jump shot, vu que c'est de la mémoire gestuelle, ça vient avec l'âge. C'est totalement ça. Miami, comme dit, il shoot bien sur 2-3 saisons, mais pour le coup, c'est un échantillon qui est plus faible, mais il a bien shooté. Mais par contre, c'est vrai que vous prenez un peu les premières années, 29%, 35, 35, 31, 32, 31, 34 et 33. Ça, c'est à Cleveland, les premières saisons, les 7 premières années à Cleveland. Miami, effectivement, on va taper la barre des 40 en 2013 et 38 en 2014, ok. Mais par exemple, on continue, 36, 37, 34, 35, 36, et puis ensuite Lakers, on va taper carrément des 41% de nouveau, 38%, et aujourd'hui, plus que ça, même il prend des pull-ups à 3 points qu'il ne prenait pas avant. Même les saisons un peu à Miami, il n'y a pas trop de pull-ups à 3 points, il y a aussi beaucoup de catch and shoot, ce genre de choses, donc voilà, c'est un mec où aujourd'hui, il prend des shoots beaucoup plus fluidement, parce que ça vient aussi avec le temps, j'ai envie de dire, donc ça c'est quand même assez notable, et puis, le truc principal, c'est que ça a été le meilleur driver de NBA pendant X années, et même il y a des fois avec un écart qui était anormal. C'est-à-dire que là encore, pour retomber sur ce thème de lui athlétique de l'espace qui s'ouvre de plus en plus, mais vous voyez par exemple, vous prenez des saisons 2014, 2015, 2016, en fait les données sont disponibles qu'à partir de là, donc on n'a pas les données de 2007 ou 2008 par exemple en tracking data malheureusement, donc on n'a pas les stats de drive, mais il fait des stats en brut. Je peux vous dire, c'est genre, je sais pas moi, 1,28 ou 1,32 points par tir sur des tirs en fin de drive. Donc, lay-up, flotteur et lancer franc. La productivité au lancer franc est aussi incluse. Donc, la productivité globale, et en fait, il fait des chiffres comme ça. Donc, je dis autour de 1,3, 1,30. Ce qui serait premier aujourd'hui en 2025. Mais, sauf que les standards ne sont pas les mêmes. Le jeu, il y a 10 ans, était plus fermé qu'aujourd'hui en termes d'espace, mais aussi l'arbitrage, pas pareil, et plein d'éléments. Le contexte offensif il y a 10 ans est beaucoup moins propice à l'attaque qu'aujourd'hui où ça a explosé totalement. Donc en fait, aujourd'hui, quand tu as un SGA ou un Doncic qui est autour de 1,20, 1,25 premier de NBA, c'est premier. Mais LeBron parfois faisait des trucs où le volume n'était pas encore là, mais parce que c'était l'époque aussi, on ne drivait pas autant. Mais l'efficacité, son efficacité 2015 ou 2016 pourrait presque être première encore aujourd'hui de nos jours, quoi. C'est totalement ahurissant, mais voilà, c'est le meilleur driver de NBA, sans doute aussi parce que le combo de puissance et explosivité, plus comme dit aussi tout ce qui est avec ballon, tout ce qui est coordination, équilibre et tous ces trucs un peu secrets mais qui comptent, coucou Andrew Wiggins, mais tout ça fait qu'on a un package qui est absurde, plus la taille aussi, et puis j'ai même pas dit, mais il fait 6-8 de taille et avec des bras de 7 pieds de long aussi, envergure de 7 pieds. Donc voilà, ça aide aussi d'avoir ce bonus, forcément. Donc là encore, on aurait pu avoir le jackpot total de genre explosivité, cerveau et toucher, mais sur un mec de 6-4. Et c'est déjà la folie, ça aurait été incroyable. Mais en plus, le hasard ou la loterie fait que en plus, comme dit, c'est sur un mec de 6-8. Et avec des bras de 7 pieds de long. Donc c'est totalement absurde. Et puis la défense aussi, peut-être rapidement. Bon, la défense on ball, tout le monde connaît. Je pense qu'en carrière, il n'a jamais été aussi bon que Cleveland premier passage et Miami sur l'aspect défense on ball. Ce qu'on remarque après, c'est que passé 30 ans, Cleveland deuxième passage et ensuite Lakers, on a quand même un niveau d'intensité qui va être un peu plus irrégulier en régulière. Voilà, qui va être un peu plus faible en régulière, où ça va pas être tout le temps la folie, alors que les saisons, même à Miami, jusqu'à la fin à Miami, on a un niveau d'effort intensif qui est là tout le temps, alors que plus t'es vieux, plus peut-être il a commencé à conserver de l'énergie en régulière, mais ce qui veut pas dire qu'en playoff c'était pas la folie, évidemment. Mais les meilleures saisons défensives de LeBron, c'est avant 2014 pour moi. Par contre, au-delà du côté on-ball, il peut garder, c'est anglicisme, il peut défendre tout le monde, des petits, des gros, etc. D'ailleurs, pendant que lui prenait en masse aussi, que le jeu avançait, tu peux le mettre de plus en plus small ball.
En 2011, on pense pas trop à le mettre small ball. En 2011, il joue encore avec Udonis Haslem et Chris Bosh sur le terrain, ou alors Chris Bosh et Joel Anthony. Mais plus ça avance, plus lui prend en puissance, plus aussi il peut défendre des line-up petits, parce que ça se multiplie aussi les line-up petits. Donc au final, c'est quand même la folie. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de on-ball, la défense off-ball est totalement incroyable. Les lignes de passe, le cerveau, la compréhension, donc anticipation, pouvoir court-circuiter les schémas adverses et ainsi de suite, mais surtout la protection de panier, qui a été la véritable clé des schémas de Miami. Miami était un peu une des premières équipes à... L'histoire du pick and roll, c'est grosso modo, pendant longtemps, c'était pas utilisé. Voilà. Quand ça commençait à être utilisé, les défenses de pick and roll, c'est je fais un show, je monte au niveau de l'écran, je contiens le ballon et je reviens. C'est un peu l'idée. Mais comme dit, c'était dans moins d'espace, donc c'était moins risqué de faire un espèce de 2 contre 1, de monter au niveau de l'écran. C'était moins risqué parce qu'il n'y avait pas l'espace pour les circuits de passe, pour te punir. Donc c'était un peu ça. Miami, 2011, c'est une des premières équipes, en tout cas symboliquement, à faire des schémas en hard edge. D'habitude, le hard edge, c'est un truc pour les petits, pour les empêcher de switcher. Tu fais un hard edge assez agressif, hop, je monte et je reviens pour ne pas switcher. Mais à l'époque, donc, même les bigs de Miami font ça. Chris Bosh, Haslem ou des mecs comme ça font un hard edge. Ils montent non pas au niveau de l'écran, mais au-delà du niveau de l'écran, ultra agressif pour mettre la pression et pour en fait forcer le porteur de balle à contourner. Enfin, il veut prendre l'écran, mais il peut pas. Il faut aussi contourner Chris Bosh, par exemple, qui lui barre la route. Donc, hop, je perds encore un peu de temps. Mais c'est risqué parce que si le mec arrive à contourner et fait une passe derrière, bah, t'as éliminé 2 défenseurs et t'as un 4 contre 3. Mais toute la force des schémas de Miami à l'époque, c'était se reposer sur le fait que, ok, Chris Bosh monte haut, mais assurance derrière, c'est LeBron James et Dwayne Wade qui sont capables de faire un dépassement de fonction et de protéger le panier en tant que petit. Voilà. Donc c'est ce côté totalement fou de Wade et LeBron. C'était particulier, ça ne pouvait être fait qu'avec ces mecs-là. Aujourd'hui, peut-être on pourrait le faire avec, je sais pas moi, Jalen Williams, Paul George ou Peyton Watson, peut-être. Voilà, c'est un peu ce type-là, mais les mecs étaient aussi par ailleurs les meilleurs attaquants de NBA aussi. Mais donc c'est totalement fou et je pense que c'est un aspect très sous-coté aussi de LeBron James, c'est cet apport de dépassement de fonction dans la protection de panier. C'était pas un vrai big à la Gobert, bien sûr, mais quand même largement au-delà des standards de poste 3 au niveau des contres, au niveau de la vraie protection de panier, au niveau de voilà, la verticalité au panier et ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même assez cool et c'est incroyable. Je pense qu'individuellement, les années Miami 13 et 14, c'est la folie. Alors, en termes d'efficacité, mais c'est un peu ce qu'on disait avec Antoine à l'époque, au niveau de quel est le meilleur pick de LeBron. On aurait envie de dire que le meilleur LeBron, c'était 13 et 14, et pourtant, paradoxalement, on dit aussi avec Antoine, on était d'accord que les équipes qui nous ont le plus impressionné de LeBron, c'était plutôt celle de Cleveland 2.0. Et qu'on craignait plus, presque en un sens, la force de frappe du Cleveland 2.0, donc 15, 16, 17, 18, plus que les équipes de Miami. Mais je pense que c'est pas lui en soi, c'est pas lui, c'est pas son propre scoring hein, qui a toujours été ultra efficace. Hein. Pardon, c'est trivial, je l'ai pas dit, mais un des meilleurs scores de l'histoire en termes d'efficacité tout le temps, année après année. Mais c'est surtout que on craignait plus presque la version Cleveland parce que justement ce dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, pick and roll, le cerveau, manipulation de défense, voilà, ce jeu espacé, ce jeu aéré dans lequel son cerveau était à son prime et c'est presque la parfaite parfait croisement, on va dire, cette période Cleveland 2.0 entre les qualités athlétiques, physico-athlétiques encore géniales, qui commençait à baisser mais encore génial, et le cerveau qui était aussi qui avait commencé à accumuler toutes les données, et donc voilà, le croisement parfait de les deux sont au plus haut point quoi, pour le coup. Et effectivement, moi j'avoue que lui, il en a parlé récemment, LeBron il a dit que c'était 2018 par exemple, la version qu'il considérait comme la meilleure. Bon, je pense que lui il parle aussi peut-être en termes de production, parce que 18 il est un peu tout seul, Kyrie n'est plus là, donc tout seul il va porter les Cavs avec 3 bouts de bois et jusqu'en finale NBA et presque à prendre un match aux Warriors de Kevin Durant quoi, donc c'est la folie. Mais voilà, il y a un peu cet écart, je sais pas, mais ce truc rigolo où finalement 13-14 de LeBron, Miami, c'est incroyable individuellement, et pourtant la version plus pick and roll et espacée d'après est peut-être plus craint, mais voilà, c'est un peu rigolo. Bref, donc voilà pour le scouting report grosso modo rapide. Et donc j'ai dit qu'on ferait ça rapidement et je l'ai fait rapidement, mais on a quand même une demi-heure déjà. Alors, petit rajout au montage, puisque j'ai oublié 2 points et que, quitte à faire des podcasts longs, autant que ça soit complet, hein, j'ai un peu ce défaut de vouloir être exhaustif, mais non, voilà. Blague à part, 2 points importants, donc fallait quand même qu'on les mentionne. Le premier, la durabilité. Voilà, c'est un truc quand même assez marquant. J'ai parlé tout à l'heure en longueur du profil physico-athlétique et ce en quoi il était parfait partout pour venir justement parfaire et compléter ce profil sans faille, le fait que LeBron n'était quasiment jamais blessé. Et ça, c'est vrai que c'est étonnant et c'est notable plutôt, pour des superstars, parce que certains sont bons, voire très bons,
mais parfois un peu absent. On pense à des Zion ou des Paul George ou des Embiid ou même d'autres, Kawhi Leonard. Mais voilà, il y a ce côté, quand tu l'as tout le temps, c'est quand même très cool. Et c'est pas le cas de tous, mais peut-être même donc avoir cette durabilité et un corps qui ne faillit jamais. Pour un profil à ce point athlétique, explosif, physico-athlétique, c'est la folie, quoi. C'est pas juste, je sais pas qui est-ce qu'on pourrait prendre, un mec qui, enfin, je sais pas, un Devin Booker, et encore Devin Booker est quand même assez athlétique, mais, vous voyez, ou un Jokic. Voilà, Jokic, bon, t'es pas athlétique, tu fais pas des sauts de fou, donc tu prends pas de risques, voilà. Mais le faire avec le profil qu'a eu LeBron pendant 20 ans, je pense que c'est d'autant plus épatant, et le secret est là aussi. C'est une des forces un peu cachées, mais c'est un secret, c'est un des secrets du profil, je pense, de ces 20 ans de carrière, c'est qu'on a quasiment aucune absence. Et comme dit aussi, le dicton, c'est availability is the best ability. Pardon pour l'accent, mais la disponibilité est la meilleure qualité d'un joueur. Alors bon, l'expression est une expression, mais donc je peux vous dire, par exemple, le total de matchs année après année, il y a 82 matchs par saison, je le rappelle. Première année, 79, ensuite 80, 79, 78, 74, 81, 76. Voilà, ça c'est le passage, première étape à Cleveland. Il manque jamais aucun match. Miami, 79, 62, que 62. Et oui, mais non, en fait c'est l'année du lockout, donc 62 matchs sur 63 ou 64, je sais plus combien il y avait exactement, mais voilà, en fait non, il a fait plus de 95% des matchs aussi. 2012, année de lockout, ensuite 76 de nouveau, 77 de nouveau. 2015, c'est l'année où il y a une petite période dans l'année, là, janvier, là, donc sa première année de retour aux Cavs, une petite période où on se dit, ah tiens, il est absent un peu plus que d'habitude, et est-ce que c'était une blessure, est-ce que c'était aussi peut-être un peu pour se ressourcer? On a appris par la suite que c'était pas que blessure, il avait un peu fait traîner pour se ressourcer, ou patati patata. Bon, 69 matchs, Cleveland 2015, ok, et de nouveau, après 76, 74, 82, l'année aux Lakers, 55, première année aux Lakers, mais souvenez-vous, je crois qu'il y a un peu de blessure, mais il y a surtout une fin de saison où c'est la dernière année sans le play-in. Et en fait, les Lakers sont... c'est LeBron plus que des jeunes, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire le trade de Davis en février. Donc grosso modo, c'est une équipe qui est totalement bancale. Il y a LeBron qui est arrivé à l'été 18, mais Davis n'est pas encore là, donc l'équipe elle n'est pas totalement au niveau. Ils sont à la course avec les Kings de Luke Walton à l'époque, De'Aaron Fox, etc. pour le dernier spot en playoff. Bon, je crois qu'aucun des deux équipes ne va y aller au final. Mais donc voilà, c'est que 55 matchs, mais si on avait eu une vraie saison, peut-être qu'il aurait forcé un peu plus la fin d'année pour faire les matchs, alors qu'il n'a pas fait en fin d'année. Mais donc voilà, première un peu anomalie, on va dire. 2020, 67. Ah, on est loin des 82. Oui, mais pareil, année Covid, donc 67 sur 70, grosso modo. 2021, 45. Un peu plus absent, ça commence, mais il a 36 ans. 36 ans. Et puis je rappelle aussi, 2021, il n'y a pas 82 matchs. Je crois pas. Je crois que la saison est un peu plus courte. Ouais. Il y a 72 matchs. À peine 72, parce que la saison, souvenez-vous, elle reprend à Noël, après le Covid, etc. Donc, mais première saison où vraiment il manque un peu. 45 sur 72. Première année, 2021. Ensuite, 2022, 56. Là encore, des petites blessures, ça commence à vieillir, enfin à 37 ans, mais surtout une année où les Lakers ne vont pas en playoff non plus, donc voilà, un peu roue libre fin de saison. Et 2023, 55 matchs, 24, 71, ensuite 70 l'an passé, et là, bon, là ça compte pas, mais vous voyez qu'en fait il y a 3-4 années où il y a des absences un peu majeures, et quand on dit majeures, on est plutôt autour des entre 60 et 70% de matchs joués. Mais il n'y a jamais une saison blanche, et globalement, pendant 15 ans, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus combien on a dit, il manque un match ou deux par an, quoi. Pas plus, mais c'est totalement absurde. Vraiment, c'est absurde, et pour dire, c'est peut-être une qualité de plus à rajouter à ce profil physico-athlétique, explosivité, coordination, taille, longueur, tout ce qu'on a dit, mais aussi le fait que, on ne sait pas pourquoi, pour ajouter au côté unique, c'est un cyborg. C'est un cyborg en termes de résistance et de pas se blesser, alors qu'il y en a qui ont des corps qui sont, malheureusement, se blessent un peu plus souvent, des corps un peu plus sujets aux blessures, parce que telle articulation, tel tendon qui est comme ça, le muscle, on sait pas. Donc je pense que de base, c'est aussi une qualité intrinsèque de son physique, d'avoir une résistance bionique, après qui a bien été amplifiée également par... LeBron a été un des premiers athlètes à totalement prendre très au sérieux l'aspect de récupération et de protéger un peu son corps. Donc il y a ça, on va pas ignorer ça, le côté les chambres froides, là où je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il fait, la crinogithérapie, ou je sais pas quoi, là, vous savez, quand il se met dans un bain d'eau froide, ou alors on a un frigo avec de la fumée blanche, enfin je sais pas, il dépense plein d'argent sur son corps, c'est bien connu, 1 million par an, je crois que c'était la légende à l'époque, avec un chef particulier pour la diététique, avec des récupérations de tel outil, il y a ça, mais tout de même, même vous prenez Zion, vous lui faites faire ça, il va quand même manquer plus de matchs, Zion. Donc il y a aussi, je pense, une qualité inhérente à son physique de résister, quoi. Et ça, c'est quand même assez fou. Et puis le deuxième point,
c'est par rapport à une phrase qui a été dite dans l'article de ESPN. Un GM qui dit, mais de toute façon, pour autant talentueux qu'il peut être, il faut quand même avoir conscience que ça ne se fait pas de suite. Et même Kobe, il a fallu 3-4 ans. C'est vrai pour Kobe, c'est vrai pour les autres lycéens, mais c'est aussi en ça que LeBron se démarque de absolument tout le monde, entre parenthèses ou presque, de en fait l'aspect de il est arrivé et de suite, ça a été génial. Alors ils font pas les playoffs au tout début, la première année en 2004 du coup, mais ils sont en playoffs dès l'année 2005, je crois, de tête. Et en fait, de suite même, on peut dire, LeBron était génial. Alors l'efficacité était un peu en dessous de la moyenne, pour la seule fois de sa carrière, il avait une efficacité qui était un peu en dessous de la moyenne, mais avec un volume, avec beaucoup de ballons, enfin voilà, il était quand même valuable dès le début, pour le coup. Et il a pris une équipe des Cavs qui était jeune, il a fait quand même un truc assez cool, il est All-Star de la 2e année à 20 ans. Là encore, c'est assez notable. On prend des mecs comme, quoi que vous me direz, même Garnett et Kobe, c'est quand même arrivé assez jeune, mais pas avec un tel volume. Et pas avec, première année, t'es top 10 au vote des MVP, 2e année, t'es top 6 carrément, 3e année en 2006, tu es top 2 MVP, etc. En fait, si, contrairement à ce que disait le GM, dans le cas de LeBron, c'est l'exception, c'est venu très vite, très tôt. Il n'y a pas eu de période de transition, il n'y a pas eu de « je joue 20 minutes par match, je mets 10 points ». Non, en fait, on n'a jamais connu ça. Et finalement, est-ce que l'autre exception, c'est pas Luka Doncic ? Mais en même temps, tel père, tel fils, j'ai envie de dire, comme on a un peu établi la filiation entre les deux, en termes de style de jeu, en termes de profil, etc. Mais Doncic, c'est pareil. Doncic, il débarque en NBA, c'est un top 30 de suite, la première année. Et ensuite, la deuxième, il est carrément top 5 MVP. En 2020, il est top 5 MVP, il porte l'équipe des Mavs qui a une attaque de fou. Mais dès la première année, en fait, de suite, il est très bon. Gros volume, gros playmaker, et ainsi de suite. Et les seuls trucs comparables, c'est, quoique non, vous n'avez pas encore entendu, mais c'est dans la partie d'après, mais des prospects un peu plus vieux, mais qui sont rookies, mais à 22-23 ans. Mais par contre, pour des standards de 18, 19 ou 19 ans, LeBron est une anomalie. Il y a d'autres, c'est pas le seul. Kyrie aussi, un truc comme ça. Mais Kyrie n'a pas été aussi impactant au valuable de suite, mais il était très bon pour son profil, mais pas au niveau de profil valuable comme LeBron. Mais je pense que LeBron, Doncic, Kyrie ou des exceptions comme ça sont très 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 rares. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un podcast là-dessus, si ça vous intéresse. Duel de joueurs mystères 2022 pour le Noël 2022, je crois, de tête. On parlait des meilleurs jeunes de NBA. Mais voilà, donc pour ajouter la durabilité et l'aspect de très fort de suite pour LeBron James. Non mais alors, ce qui est intéressant, c'est de trouver un angle un peu différent, mais on n'a jamais trop l'occasion d'en parler. Mais je pense que, il faut le dire, LeBron est un des meilleurs prospects de l'histoire, voire même, ne serait-il pas le meilleur prospect de l'histoire. Donc je vous propose un peu de faire un peu cet angle-là, d'abord, l'angle de qui sont les meilleurs prospects de l'histoire de la NBA. Ça peut être intéressant, hein. Comme dit, LeBron, on en parle beaucoup tout le temps, depuis 15 ans, 20 ans même, 20 ans. Mais en fait, au moment où il arrive en qualité de prospect, est-ce que ce ne serait pas le meilleur de l'histoire ? Et donc là, quelle est un peu la liste ? Quelle liste on pourrait dresser des meilleurs prospects de l'histoire, sachant qu'il y a plein de joueurs fantastiques qui ensuite ont explosé. Hein. Vous avez bien vu dans la série que Giannis n'était pas vu comme un bon... C'était pas un prospect génial à l'époque et pourtant il explose. Pareil pour des mecs draftés plus bas, des Kawhi Leonard, même des Paul George, des Lillard, même des Curry. Hein. Donc voilà, on parle pas de qu'est-ce qu'ils sont devenus. On parle de, au moment de la draft, à quel point est-ce que tu es fort en tant que prospect. Je dois dire que LeBron est peut-être le meilleur parce que certains GM disent, en fait, même à 16 ans, il aurait été le first pick. Et j'insiste, hein, parce que certains GM disent, oui, non, mais il aurait été le first pick l'an passé. Mais c'est pas la version de 18 ans qu'on voit là de LeBron qui aurait été first pick en 2002. Non, c'est la version de LeBron d'un an avant. La version en 3e année de lycée aurait été first pick de la draft. Donc c'est quand même assez incroyable pour le coup. Je pense que le premier nom qu'on pourrait dire dans cette liste, le premier nom auquel je pense, c'est Tim Duncan. Duncan aussi pour une raison particulière, c'est qu'il est resté entre guillemets trop longtemps à la fac et que parce que c'était l'époque aussi, fin 90, draft 97. Mais en fait, Duncan, et je crois que c'est Ben Taylor qui en parle, qui a fait beaucoup de travail historique notamment, qui dit, mais en fait, Duncan, en vérité, il aurait pu être au passage sortir un an avant, draft 96, et ça c'est bien connu aussi. Draft 96, il aurait été le first pick devant Allen Iverson et devant la fameuse cuvée historique de tous les 96, les Kobe, les Steve Nash et cette génération là de Ray Allen aussi, etc. Donc il aurait pu être first pick en 96. Et en fait, ce qui fait que durant la saison 97, Tim Duncan, c'est un top 30, dit Ben Taylor ou d'autres, hein, c'est un top 30, j'allais dire NBA, mais un top 30 basket mondial, mais qui joue à Wake Forest.
Parce que parce qu'il est revenu et quand d'ailleurs c'est bien confirmé, le mec est rookie ensuite en 98 ou pardon 8 ou 9 non, rookie en 98 et deuxième année en 99, c'est déjà un go to guy, ça va au titre, etc. quoi. Donc je pense que Tim Duncan en qualité de prospect, je pense qu'on peut le mettre là-dedans. De vraiment au moment où il se présente à la draft, c'est la folie furieuse. C'est déjà un produit fini, mais c'est aussi parce que c'est la conséquence d'une autre ère où les mecs restaient plus longtemps. Donc le développement qu'on voit actuellement en NBA pour des jeunes. En fait, c'était dans le cadre universitaire à l'époque, et donc il débarquait plus fort aussi. Mais Duncan, c'était ça, quoi. C'est Duncan, alors le pivot parfait, de très grand, très très long, envergure de bras de fou, défensivement, donc c'était la folie, protection de panier, un peu de mobilité aussi, en plus pour l'époque. Hein. Ça peut paraître rigolo aujourd'hui, mais pour l'époque, il est quand même très mobile. Donc la protection de panier, plus la mobilité, plus aussi le répertoire au poste bas, la création de capacité de scoring, c'est package total. Duncan est, comme dit, quand tu es considéré comme top 30 ou top 20 en jouant à Wake Forest, c'est que peut-être que tu es un des meilleurs prospects de l'histoire. Je pense qu'on peut le mettre là-dedans. Bon, plus récent, le Duncan d'après, c'est Wemby, peut-être. Wemby, pour moi, c'est sans doute un des meilleurs, mais sur un aspect différent de Duncan, pour ça que j'oppose entre guillemets un peu les deux. Wemby, c'est la page blanche, mais peut-être la plus belle page blanche de l'histoire, et ça y a pas de doute. C'est-à-dire que c'est pas tant son niveau de jeu, Wemby, et sa production, et à quel stade de développement il était en tant que prospect à la draft, c'est pas tant que ça. Hein. Ça, on peut trouver, je vais pas dire chaque année, mais des mecs plus forts que Wemby en 2023. Oui. Par contre, c'est pas le niveau de jeu ou l'avancée de son développement, mais plutôt à quel point les fondations sont absolument délirantes. C'est-à-dire, déjà la taille en soi, des mecs dans l'histoire avec cette taille, il n'y en a pas beaucoup. Taille plus bras, plus qualité athlétique de folie. Et ça, c'est inédit. Et on va parler d'autres pivots prospects, les meilleurs de l'histoire, mais aucun n'avait ça. Aucun n'avait l'agilité et la flexibilité qu'a Wemby aujourd'hui, mais parce que c'est l'époque aussi. Hein, donc le développement athlétique n'est pas pareil, etc. Plus le toucher de balle aussi, et le shoot. Donc Wemby, c'est pas un des meilleurs prospects dans le sens comme Duncan, je suis top 30 mondial alors que je suis à la fac. C'est plutôt la page blanche absolue. Les fondations de base, les plus belles fondations de l'histoire de la NBA. Et on parle de prospects, donc je pense que ça rentre un peu là-dedans. On parle pas forcément que de niveau de jeu pur, donc je pense que Wemby aussi peut être mis là-dedans. Je pense que je mettrais aussi Kevin Durant assez facilement là-dedans, parmi les meilleurs prospects de l'histoire, parce que c'est là encore un cocktail totalement inédit de skills, de scoring et de shoot surtout, pour un mec de sa taille. Et je fais bien la différence parce que, voilà, comme on dit, un Wemby, c'est le pivot du futur qui peut shooter, mais Wemby, c'est un pivot qui peut shooter et dribbler. Pour moi, Durant, c'est un extérieur, un vrai extérieur dans le jeu. C'est juste qu'il fait 6-10 de taille, quoi. C'est pas juste, pour un grand, il est mobile, il peut driver, et c'est aussi d'ailleurs, au passage, un des meilleurs shooters de l'histoire, pour un grand ou pour un pas grand, en général. C'est pas juste ça, il a un vrai jeu d'extérieur, Durant. Mais avec des mensurations de folie. Et d'ailleurs, on a parlé quand on a fait son épisode, on n'a jamais vu ça depuis. Est-ce qu'on le reverra un jour ? Je l'espère. Mais pour l'instant, j'attends encore, quoi. Un mec de 6-10 avec ce jeu d'arrière, d'agilité, de vivacité, et voilà, le toucher de balle aussi qui est fabuleux, le jump shot qui est un des meilleurs de l'histoire. C'est de la folie. Donc Durant, je le mettrai là-dedans assez facilement, je dois dire. Pour rester dans les récents, je pense que Luka Doncic aussi, il a sa place là-dedans. Parce qu'en fait, Luka Doncic, c'est un peu, pour moi, le LeBron James 2.0 sur plein de points. Plein de points. Il était peut-être pas autant hypé aux États-Unis et donc peut-être même médiatiquement en général. Hein. Peut-être pas autant hypé parce que il faisait pas ça. Enfin, il faisait ça, disait-on à l'époque, alors que c'était faux. Face à un niveau de compétition qui n'était pas aussi bien. Donc le fameux doute de oui, mais il joue que contre des joueurs de la Ligue espagnole et d'Euroleague. Finalement, est-ce qu'on n'est pas sûr qu'au niveau NBA, il pourra créer les décalages, hein. Bon, ce qui est totalement faux parce que c'est un niveau qui est largement au-dessus de, je pense, le niveau universitaire. Et pour certains universitaires, on se posait pas la question. Mais bref. Mais je pense que Doncic, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Doncic, il y a un côté où même à 17 ans, même à 18 ans, c'est comme LeBron, quoi. C'est un mec qui joue... c'est un adulte qui joue au milieu d'enfants, ou plutôt, lui, il a pas joué avec des enfants. C'était un enfant qui joue au milieu d'adultes, donc chez les pros, mais qui avait l'air d'un adulte, quoi. Enfin, c'est déjà un produit presque fini, Doncic à 17 ou 18 ans. Donc je pense que Doncic, ce niveau là encore, ce cocktail de taille, mais ce cerveau, c'est jamais vu. Alors, Doncic, il n'y a pas l'explosivité. Effectivement, il n'y a pas ça, il n'y a pas l'explosivité, et il n'y a pas toutes les qualités un peu coordination, détente, décollage à partir d'un appui, etc. C'est un profil physique différent. Donc c'est aussi pour ça que parfois on ne fait pas trop le lien entre les deux. Mais driver d'élite, le meilleur de NBA,
manipulation de défense, le cerveau de folie, plus aussi une dose de créativité de passing qui est supérieure à LeBron. Et pas que parce qu'il y a plus d'espace en 2025, aussi parce que il a plus d'angles dans lequel il peut trouver des passes et il a un poignet bionique qui peut trouver une passe dans l'angle mort où tu te dis mais comment il fait pour trouver l'angle dans son dos, et en fait il le fait sans bouger le bras, juste avec le poignet. Enfin voilà, je pense quand même qu'il y a un degré de créativité de passing qui est un peu au-dessus, mais le cerveau quand même LeBron, on est au même niveau je pense, ou pas loin, peut-être LeBron est un peu au-dessus, peut-être, mais parce qu'il est plus vieux comme on a dit, etc. Mais voilà, Doncic pour moi c'est là-dedans, dans les meilleurs prospects de l'histoire. Je pense que Yao Ming peut-être pourrait être considéré là-dedans. Yao donc premier pick draft 2002. Yao Ming qui en plus, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il y a un peu il y a un peu une histoire d'eugénisme aussi là-dedans. C'est-à-dire que Yao Ming, sa naissance n'est pas organique, on va dire. il a été fait et conçu pour être un grand de par deux parents grands et de parents grands sportifs. Donc l'importance des gènes pour le coup. Et donc voilà, il est fait pour ça quoi. Il a été bâti pour ça presque, on peut dire. Et il y a un côté où effectivement il fait 7-6 de taille, 7-6. Donc c'est énormissime. Je crois que c'est taille de Wemby, peut-être même un peu plus grand, mais très costaud, très puissant. Et en plus, un mec de cette taille qui a ce type de toucher de balle, ça n'existe pas. Et Yao Ming, on s'en souvient moins aujourd'hui comme un phénomène prospect, voire même comme un joueur NBA dominant, parce que la carrière n'a pas duré. Mais en fait, c'est pas du tout une question de, au final, transposition du jeu. C'était trop vite pour lui. Finalement, la mobilité, il avait pas. Finalement, la défense, il avait pas. Non, Yao, c'est un des mecs qui pouvait. Alors, tout est relatif. Personne ne peut stopper le Shaq, mais le Yao Ming en 1 contre 1, ça tenait face à Shaq parce que puissant, c'est parce que long bras et parce que il peut pas shooter par-dessus, il peut pas le bouger quoi, presque. J'exagère un peu, mais c'est un des mecs où ça résistait le mieux en défense. Plus la protection de panier. Alors, il fallait pas qu'il soit trop loin du panier parce que la mobilité, lui, il avait pas, donc, clairement. Mais je pense que Yao Ming est un peu oublié dans l'histoire, à la fois en qualité de prospect et à la fois donc sa carrière. Alors que voilà, je crois que la carrière, elle dure très peu. Il fait 8 ou 9 saisons. Draft 2002 et retraite en 2011. Mais grosso modo, retraite en 2011 parce que ça faisait déjà 2 ans qu'il jouait pas. Je crois que saison 2010, il joue pas du tout, saison blanche. Et 2011, il fait quelques matchs, mais en fait, à la fin de l'année, il dit non, retraite parce que je peux plus quoi. Mais donc, sa vraie carrière, c'est 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 saisons, 8, 9. Et dans ces 8, 9, il a pas tout le temps été clean non plus. Il y a des saisons où il manque des matchs, etc. Il a réussi à être 5 fois All-NBA. Et il y a aussi la blague de, vous savez, oui, le All-Star Game, il est voté parce qu'il est chinois, et donc il y avait la fanbase chinoise. Oui, mais c'était quand même un monstre, quoi. Et Daryl Morey, on parle beaucoup, Daryl Morey qui l'avait chez les Rockets, bien sûr, qui disait, mais en fait, on a le meilleur. Il y a des fois, c'était un peu frustrant parce que certaines défenses arrivaient à nous priver de Yao Ming, en mode, tiens, on met un plus petit devant, et comme nous, les Rockets, on n'avait pas de bons meneurs, ou de bons meneurs qui pouvaient donner la balle au poste bas, juste les mecs mettaient un plus petit devant Yao Ming, qui sur du dos au panier pouvait pas résister, mais si le mec passe devant et empêche la passe par devant, si t'as pas un meneur qui a un peu cette qualité d'alimenter le poste bas, tu pouvais pas lui transmettre la balle. Et donc, dit Daryl Morey, on a littéralement le meilleur pivot de NBA en termes de à quel point c'est rentable le post-up, et vraiment dans les chiffres et en vrai, mais on peut pas lui donner la balle. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés chercher ensuite des mecs un peu plus capables, genre Shane Battier ou des mecs comme ça, mais ça a pas duré. Voilà, je pense que Yao Ming, c'est quand même la folie. Vraiment, c'est un, je répète, ce niveau de taille, avec pourtant le toucher de balle, un peu d'instinct, de passing, c'est du jamais vu. Donc ça, là encore, je pense qu'on peut mettre là-dedans. Bon, Shaquille O'Neal, assez facilement, je pense qu'on peut le mettre aussi là-dedans avec c'est un peu un croisement de deux, lui. C'est un peu la théorie de le physique, c'est la folie, parce que la version Shaq, année 2000, MVP quasi unanime qu'on connaît, le prime de Shaq, il est très lourd, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de carrière, il était puissant, très grand, très très long aussi, mais avec une dose d'explosivité assez folle. Et d'ailleurs, si le Shaq de 2000 des Lakers, la version un peu énormissime, si cette version elle est à ce point fonctionnelle et bonne, c'est parce que il est moins mobile qu'avant, mais vu qu'il partait d'assez haut en termes de mobilité, le poids a un peu pris de la mobilité, mais il en restait un peu juste assez, quoi. Et que même pour un mec de son gabarit, de ses kilos, le Shaq de 2000, 2001, etc., il est quand même ultra léger sur les appuis, relatif à sa corpulence évidemment. Mais voilà, je pense que Shaq a assez facilement le côté théorie du profil, plus le jeu, le niveau de skills déjà très fort, parce que pareil, resté assez longtemps à la fac, et le niveau de production, et voilà, Shaq, je pense qu'on peut le mettre là-dedans, Shaquille O'Neal de LSU. Années 80, je pense qu'il y a 3-4 pivots qu'on pourrait citer. Bon, David Robinson, c'est un peu un cas à part, mais Robinson était aussi un truc assez fou.
qui d'ailleurs a été drafté numéro 1, alors qu'on savait qu'il allait partir faire 2-3 ans avec l'armée, et pourtant ils l'ont quand même pris. Mais non, je pensais surtout aussi à Ewing, Patrick Ewing, draft 2005, qui est d'ailleurs tellement il est intéressant, tellement il est hypé, tellement c'est la folie à Georgetown. Donc Georgetown, c'est la fabrique des pivots. À l'époque, un peu moins le cas aujourd'hui, mais c'est la fabrique des pivots. Les Hoyas de Georgetown avec toute une lignée de pivots comme ça. Et donc, c'est le prospect qui est à la fois défense et à la fois pivot de à l'ancienne, quoi, le poste bas, etc. Et en fait, il était tellement hypé que c'est pour cette année-là que la NBA a mis la loterie, en fait. Ils ont instauré la loterie parce que sinon, toutes les équipes, beaucoup d'équipes disaient on va tanker. Donc, ils ont été obligés de dire non, mais pour empêcher ça, pour essayer de dissuader, on est encore là-dedans en 2025 au passage, mais pour essayer de dissuader ça, on va faire un système de loterie. Parce qu'avant, c'était juste le pire bilan de NBA avait le first pick. Comme un peu en NFL d'ailleurs. Ça se passe comme ça en NFL. Ils n'ont pas changé, il n'y a pas de loterie en NFL. Mais sauf qu'en NBA, vu qu'il y a plein d'équipes qui voulaient. Il y a plus de matchs aussi. Donc, si tu as des équipes qui veulent absolument avoir le pire bilan, ça veut dire qu'il y a une grande quantité de matchs qui vont être atroces, quoi. Alors qu'en NFL, aujourd'hui, tu en as 17 ou 18 matchs, pas plus, quoi, dans la saison. Et encore à l'époque, c'était moins, fut un temps. Mais voilà, donc le produit est quand même beaucoup trop sali, entre guillemets. Mais pour dire à quel point c'était un prospect à ce point fou, c'est que la loterie était instaurée un peu, entre guillemets, pour lui. Ça, donc 85, 84, il y a Hakeem Olajuwon, qui est aussi un phénomène en soi, de par le combo un peu inédit de l'époque, taille, mais aussi mobilité et agilité. Et on connaît bien ce côté, vous savez, comme il a joué au foot à l'époque en Afrique, etc., et même en arrivant aux États-Unis, le footwork était détonné à l'époque. Et vraiment, on n'a jamais vu ça. Mais il faut dire aussi que le mec joue à Houston, dans la fac de Houston, Hakeem Olajuwon, et que voilà, il y a un côté production aussi. On parle d'années où on n'est pas sur l'ère des one and done, on est sur des années où les mecs restent 3-4 ans à la fac. Lui, il était resté 3 ans à la fac, et c'était un truc assez fou, mais c'est peut-être pas le prospect le plus hypé niveau pivot des Rockets de cette décennie. Je pense que celui qu'on peut mettre en lumière aussi, en termes de hype et de cote, en termes de prospect, et enfin pas que hype, je parle pas que d'agitation, je parle aussi de profil, à quel point le profil était bon. La hype, c'est une chose, mais à quel point le profil était bon aussi, c'est autre chose, et on parle de ça surtout. Ralph Sampson, c'est aussi un truc de fou. Et donc, Olajuwon, first pick en 1984, Ralph Sampson est le first pick en 83, un an avant. Pile un an avant, c'est lui qui est first pick des Rockets déjà, donc on va avoir un peu les Twin Towers en fait pendant quelques temps, les Rockets au début. Malheureusement, ça ne va pas durer parce que Sampson va avoir des problèmes de blessure, donc au final, la carrière NBA, c'est quelques saisons titulaires, 4 fois All-Star jusqu'en 87 chez les Rockets, et puis après échangé, et puis il finit avec très vite, ça s'arrête. Il s'arrête en 92, pour dire. Il fait même pas 10 ans de carrière, mais sachant que les 5 dernières années de sa carrière, c'est des 17 minutes par match, 16, 13, 10, voilà, c'est presque arrêté d'un coup, Ralph Sampson. Mais en qualité de prospect à l'époque, c'était un truc des plus cotés, des plus forts qu'on ait jamais vu, parce que pivot de 7-4 de haut, et on en a parlé un peu récemment parce que il a été comparé beaucoup à Wemby. Quand on disait Wemby en 2023 il arrive, à qui est-ce qu'on peut le comparer, etc. Et beaucoup de gens ont aussi parlé de Sampson, qui était la version donc de 40 ans avant. Sampson 83 2023 si je dis pas de bêtises, 40 ans. Et donc Wemby a un peu les standards de 40 ans plus tard de mobilité, mais il y a 40 ans il y avait pas ça comme rookie, et donc Sampson c'était le pivot dominant de 7-4, assez fin et athlétique, mine de rien, et qui était un pivot dominant de fac, qui faisait il a été 3 fois joueur de l'année à Virginia, il a passé 4 ans et 3 fois joueur de l'année. Voilà, c'était au passage aussi, le fait de sa taille et ses longs bras, défenseur hors pair en termes de panier, protection de panier, c'est aussi la force du profil, de rebond, et aussi contre, il fait des saisons 4 comptes par match, 3 et 3 comptes par match pendant 4 années de fac, donc c'était vraiment la folie. Poste bas, défense, la taille. Ralph Sampson, qu'on a un peu oublié, pour le coup, en partie dans l'histoire, mais qui est quand même un des meilleurs prospects de l'histoire, je pense, on peut le ranger là-dedans. Sinon, 80, évidemment, notre ami Magic Johnson, qui détonnait un peu, parce qu'on était encore pendant assez longtemps l'ère des pivots, la NBA est dominée par les pivots. Finalement, c'est vrai que Magic, il débarque là-dedans avec... en fait, il est dans aucun cadre qu'on imagine, quoi. C'est pas un ailier scoreur, comme on a pu en voir certains. Je peux vous dire certaines drafts, pour le coup, mais... C'était un extérieur, mais pas du tout un scoreur. Alors que oui, on n'avait pas eu que des pivots en tant que first pick, quoique beaucoup. Et voilà, c'était pas David Thompson. David Thompson, first pick en 75, l'idole de Michael Jordan au passage. David Thompson, qui était un arrière explosif, scoreur, qui a fait un record de scoring, je crois, une année ou je sais plus, mais un truc comme ça. Mais voilà, David Thompson, c'est un extérieur, mais ça score. Michael Thompson, d'ailleurs, au passage, Michael Thompson, le papa d'eux,
Klay Thompson, bien sûr. Pareil, c'était pas un pivot, mais ça scorait, quoi. C'était un peu l'idée de profil. Bref. Et Magic, il arrive en 80. Et en fait, on a juste jamais vu ça. Un mec de cette taille qui est meneur, qui joue meneur pour de vrai. D'ailleurs, pourquoi est-ce que quand LeBron arrive en 2003, on dit oui, alors il peut jouer meneur, mais c'est un ailier. Et pourquoi en 1980 on dit non, mais lui il est meneur. Bon, ça c'est un peu les bizarreries de quand on s'accroche un peu trop à la notion de poste, mais c'est jamais vu Magic Johnson. Et d'ailleurs, il a confirmé évidemment. Larry Bird n'est pas là-dedans. Larry Bird n'est pas dans la draft 1980. Pardon, excusez-moi, 79, pas 80 bien sûr, 79. Mais parce qu'en fait, Larry Bird se fait drafter un an avant. Il se fait drafter un an avant, donc il n'est pas aussi haut placé, on va dire, il n'est pas first pick. Il se fait draft 78, il se fait drafter en numéro 6. Mais je pense que le talent aurait dû être peut-être devant Michael Thompson, donc le papa. Mais il y a un côté où il est drafté plus bas parce qu'on savait qu'il allait revenir à la fac. Il était dans la petite fac de Indiana State University et il se fait drafter 78, mais il passe 79 de nouveau à Indiana State avec du coup la dernière année, le duel avec Magic Johnson ou la toute petite fac de Indiana State qui va en finale du tournoi de la March Madness, c'est la folie contre le Michigan State de Magic Johnson. C'est Magic qui va gagner et bon, de manière peut-être un peu logique niveau équipe, mais voilà, du coup on avait un peu ce duel depuis le début. D'ailleurs, un des meilleurs documentaires que j'ai jamais vu, franchement au niveau sport, c'est là-dessus, la rivalité Magic Larry. Alors attendez, je vais vous retrouver le nom. A Courtship of Rivals. Voilà. Franchement, je vous encourage vraiment à aller le voir. D'ailleurs, il est disponible sur YouTube. Peut-être je mettrai le lien en description si j'y pense. Excellent documentaire sur Magic et Larry. Donc voilà. Mais voilà. Donc Larry Bird, et pour ça que Larry Bird ne se fait pas drafter numéro 1. C'est parce qu'il y a un côté où on sait qu'il va revenir à la fac, patati patata. On continue un peu de remonter. Donc on a dit Magic, 79. Après, je pense qu'il reste pas beaucoup de noms. En tout cas, je vais citer les principaux parmi les meilleurs prospects de l'histoire. Le niveau, à quel point tu es bon au moment où tu te présentes à la draft. Et lui, c'est peut-être le meilleur prospect de l'histoire si on devait classer, ou en tout cas si on devait, parmi ce pool de joueurs là, de 15-20 joueurs, si on devait classer, peut-être qu'il va être premier, deuxième ou troisième. C'est un certain Lou Alcindor, évidemment, qui deviendra plus tard Kareem Abdul-Jabbar. Et bon, je peux aussi inciter un qui est arrivé un peu plus tard, qui, je pense, peut aussi faire partie un peu de la discussion, un peu plus tard dans la même fac, c'est Bill Walton. Et Walton, c'est vraiment un moule de joueurs très différent aussi. Alors, c'était un pivot dominant, donc de l'époque un peu 70. Hein. Je crois que lui, c'est draft 75 ou 14 de mémoire, Walton. Mais avec un côté, ok, gros scoreur, ok, dominant à la fac, mais aussi le passing. C'était ça qui était totalement fou. Et d'ailleurs, il a fait un titre avec les Blazers. Il n'a pas fait plus parce que blessure. Donc, la carrière aussi est très, très courte pour Walton, malheureusement, en NBA. Mais avec un niveau de jeu affiché à la fois à la fac et donc ensuite confirmé en NBA qui était totalement fou, et surtout le passing, c'est peut-être même l'ancêtre un peu de Jokic en un sens, ce côté-ci où il y avait un mec qui était capable de passer poste bas avec des cutters autour, voilà, réactivité, vision de jeu, etc. Donc Walton, il y a un prime qui est très court mais très bon en NBA, mais je veux dire, même à la fac c'était un phénomène de joueur de l'année 3 fois sur 3 ans, donc c'est pas mal. Dans la grosse machine de UCLA, il a été 2 fois champion sur 3. Et je crois d'ailleurs que, si je dis pas de bêtises, bref, on en parlera après, mais non voilà, UCLA de John Wooden, justement. Et donc, Walton, c'est celui qui arrive après, mi-70, on va dire, au début 70, et qui quitte en mi-année 70, en 74, pour la draft. Mais Walton prend la succession de quelqu'un qui est donc Lou Alcindor, qui est donc futur Kareem Abdul-Jabbar, qui est donc peut-être le meilleur prospect all-time ou un des 3-4, je pense, parce que c'était un monstre déjà au lycée. Au lycée, c'était la folie complète, gagner plein de titres. Je crois qu'il fait plus de 70 victoires au lycée en 3-4 ans de lycée, ultra coté. Donc il est recruté par le fameux John Wooden, et c'est un peu la dynastie UCLA là-bas. Et donc là-bas, Kareem, il fait du 67 le titre à UCLA, 68 deuxième année de fac le titre à UCLA, 69 le titre à UCLA, et puis il s'en va. Draft 69. D'ailleurs, ils sont un peu croisés parce que 69, c'est la dernière année de Bill Russell et c'est Spill à ce moment-là. Donc, juste après que Bill Russell il gagne le titre NBA, son dernier en tant que player coach en plus, en 69, Bill Russell, il s'en va et quelques jours après, draft de Abdul-Jabbar. Et donc voilà, ils ne sont jamais rencontrés les deux. Il a affronté un autre, hein. Il a affronté l'autre, on va dire. Abdul-Jabbar, on va en parler. Mais voilà, 3 ans, 3 titres à UCLA. C'était l'immense UCLA donc de John Wooden, et je crois que c'est encore aujourd'hui l'an passé, UConn qui était déjà à 2 titres back-to-back en 23 et 24, et donc il visait le three-peat, le coup du chapeau, le 3 d'affilée,
c'était plus arrivé depuis justement ce UCLA de John Wooden et de Karim Abdul-Jabbar. Bon, Jabbar, au-delà même du côté lycéen de fou, au-delà même du côté où, voilà, à la fac, il fait, je peux vous dire, 29 points en 67 et 15 rebonds, 26 points et 16 rebonds, 24 points et 15 rebonds. Voilà, 3 années où il est 3 fois joueur de l'année aussi, lui pareil, 3 fois joueur de l'année, des stats de folie. Je parle de ça, on a le minutage. Non, il n'y a pas le minutage à l'époque, mince, il n'y a pas les minutes, mais enfin, domination de fou. Je crois, si je dis pas de bêtises, que je confonds pas mes anecdotes, mais maintenant je me méfie parce que parfois je confonds, mais je crois que c'est interdiction de dunker à cause de lui, d'où un peu le développement de cette arme ultime qui était le hookshot. Mais alors pourquoi c'était un prospect de fou? Parce que pivot, déjà, l'ère des pivots, et on sortait de l'ère de Bill Russell et Chamberlain, et même pas que, mais le basket est dominé depuis sa création 20-30 ans par des pivots, on va dire. 20-30 ans, je suis un peu trop d'ailleurs. Depuis 20 ans, le basket NBA est dominé par les pivots de toute époque, on va dire. Donc lui, il arrive là-dedans, c'est un pivot qui est ultra, giga, méga grand, qui a des bras interminables et qui a un niveau de de toucher de balle qui est fabuleux. C'est, là encore, alors, on a l'impression que c'est fréquent parce que là, je parle de ceux de l'histoire qui l'ont eu, mais en fait, je parle que des exceptions. Mais un mec de cette taille-là, qui avait ce toucher de balle, ça n'existe pas. Enfin, vraiment, ça n'existe pas. Et plus, donc, un répertoire aussi post-bas et de création. C'est pas une page blanche. Hein. C'est pas, prenons un peu Joel Embiid. Embiid, j'ai bien décrit en 2014 à l'époque, le mec athlétique, très grand, très long, qui a du toucher, donc il y a un peu cette fondation. Il y a tout qui est génial. Mais Embiid, à la fac, à Kansas, c'est 20 minutes par match. C'est une saison à 20 minutes par match. Et c'est, ah tiens, il y a un flash de jump shot. Ah tiens, il y a des flashs de hook shot. Ah tiens, il y a des flashs de ça. Mais c'est rien, quoi. Là, on a un mec qui, en tant que... et encore, il a fait que 3 ans de fac. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, les freshmen ne pouvaient pas jouer avec l'équipe principale. Voilà. Donc, tu es freshman, t'as beau être le lycéen le plus coté du pays, comme Jabbar, tu es courtisé par absolument tout le monde. Tu choisis UCLA, d'accord, mais tu peux pas jouer avec la vraie équipe de UCLA. Tu joues avec l'équipe des freshmen, du coup. Je crois que depuis, ça a disparu. Hein. C'est resté un peu pendant longtemps, mais ça a disparu. Et pareil, je crois que Bill Walton, j'ai dit, il est resté que 3 ans à la fac, mais je crois que j'ai pas fait attention quand j'ai regardé la page, mais il me semble que c'est pareil. Walton, il arrive et ouais, c'est ça. Voilà. Walton, 3 ans, mais c'est sophomore, junior et senior. Il est pas parti plus tôt à la draft. C'est juste que, ben voilà, il était en freshman, tu n'avais pas le droit de jouer parce que c'était comme ça. Donc bref, sophomore, il a 20 ans, un peu comme Embiid à Kansas, mais sauf que lui, comme dit, c'est pas que du potentiel, c'est pas qu'une page blanche, c'est 29 points à la fac et 15 rebonds. Et comme dit aussi, 29 points, 15 rebonds contre des adversaires qui sont donc également plus vieux, plus expérimentés. C'est pas contre des freshmen non plus, quoi. La NCAA était aussi un peu plus dense du coup de ce point de vue-là. Donc c'est totalement incroyable. Je pense que Jabbar, et puis il était peut-être moins défenseur que certains, peut-être moins défenseur que Walton, que Ralph Sampson évidemment, que des mecs comme ça, que Ewing, que Olajuwon. Mais en fait, le répertoire de création pure était tellement fou, quoi. Vraiment, c'est la folie, les stats de Jabbar et le profil théorique, quoi. Un mec à ce point grand, mais avec du toucher à ce point aussi fluide et coordonné, on l'a bien vu, le fameux hookshot, en fait, c'est l'arme ultime. Donc Karim, voilà. Et puis, le dernier qu'on peut citer, je pense, là-dedans, en dehors de Jabbar et donc de Walton, UCLA, si on remonte un peu, un produit de la fac de Kansas qui s'appelle Wilt Chamberlain. Et j'ai l'impression de le répéter beaucoup, mais en vérité, Chamberlain, lui, c'est vraiment du jamais vu. Lui, c'est vraiment du jamais vu, et encore plus à l'époque, on est en 57, sa première année à Kansas, il est sophomore, là encore, il joue pas en tant que freshman, et puis il joue également en junior, il passe que 2 ans à la fac, et puis ensuite il part un peu plus tôt, il va à la draft un peu plus tôt, il va être effectivement le first pick, mais Chamberlain, c'est des mensurations physiques complètement folles. Enfin bref, je vais pas vous refaire un peu Chamberlain, mais voyez un peu l'idée, quoi. C'est le mec qu'on connaît bien, Chamberlain. C'est le mec qui a tous les records, le mec qui a fait des matchs à 100 points, le mec qui a fait 50 points de moyenne. Alors, on peut nuancer, hein, évidemment, s'il met 50 points par match parce qu'il joue tout le match et qu'il a tous les ballons, le fait de scorer autant, il n'y a pas autant de passing et d'altruisme qu'on aurait voulu, oui, on peut un peu chercher la petite bête. Mais c'était jamais vu, quoi. La NBA à l'époque, elle a 10 ans. Parce que 57, quand lui commence à Kansas, dès les premières années de la NBA, ceux qui dominaient, notamment c'est George Mikan, le pivot des Lakers, donc l'équipe des Lacs du Minnesota, non pas de Los Angeles à l'époque, puisque les Lacs c'est à Minnesota, c'est pas en Californie. Mais non, mais Mikan, c'est pas non plus il était plus athlétique et plus varié que ce qu'on veut bien dire, mais voilà, Chamberlain il arrive, il a et la taille et des qualités athlétiques hors normes. Donc c'est ça qui était nouveau. Et de l'autre côté, Bill Russell, le duel, si vous voulez, c'est qualité athlétique,
mais plus petit en fait, largement plus petit et pas les mêmes mensurations. Donc voilà, Chamberlain c'est aussi le dernier phénomène qu'on peut évoquer aujourd'hui, mais qui est donc peut-être le premier en termes de chronologie. Mais je pense que Chamberlain aussi peut avoir sa place dans la discussion pour les meilleurs prospects all time. Donc je récapitule. Chamberlain, Abdul-Jabbar, Bill Walton aussi, je pense en partie. Magic, bon Larry Bird peut-être aussi, je pense qu'on peut l'inclure même si draft est plus bas, par first pick. Ewing, Olajuwon, Ralph Sampson, un peu 80, Shaquille O'Neal, Yao Ming, éventuellement Luka Doncic, peut-être Kevin Durant, Wembanyama, donc c'est quand même fou qu'on ait un Français là-dedans, au passage, dans cette liste totalement incroyable. Tim Duncan, bien sûr, et puis LeBron James, sans doute que j'en oublie, sans doute que j'ai peut-être sous-estimé certains, mais là on parle vraiment du gratin, et je crois que pour les principaux, j'ai parlé un peu de tout le monde. Alors oui, il y a des mecs d'un calibre juste en dessous, il y a des mecs qui sont totalement géniaux, Derrick Rose, je pense que Derrick Rose, Zion Williamson ou des mecs comme ça, oui, mais c'est un chapeau 1, mais c'est pas le chapeau 1++, quoi. C'est pas ces mecs-là, je pense pas. Donc, là-dedans, LeBron, où est-ce qu'on le met ? Je ne sais pas. Je vous laisse un peu trancher, mais je vous ai au moins fait un peu ce point de vue historique sur qui est-ce qu'on peut considérer comme les meilleurs prospects de l'histoire de la draft, grosso modo. Et puis, non, moi, pour finir un peu là-dessus, et c'est un peu, ils en parlent dans l'article, le truc, je trouve, le plus incroyable avec LeBron, au-delà même du cocktail de qualité rare, au-delà même de plein de choses, c'est en fait le point central. Il a répondu et même dépassé des attentes qui étaient pourtant totalement phénoménales. Et je me demande si pas ça le plus incroyable, c'est de voir à quel point on a un mec qui est hypé, qui est sur-hypé, qui est hypé comme personne dans l'histoire, et pourtant, il répond et il dépasse même ses attentes. Alors que voilà, on connaît, il y a plein de mecs qui justement sont hypés en lycée, sont hypés à la fac, et la hype, ça déçoit, mais pour plein de raisons, parce que peut-être qu'il n'était pas aussi fort que prévu, peut-être que le développement stagne un peu, peut-être qu'il était sur-hypé, peut-être plein de raisons, ou il se plante, ou mentalement c'était pas assez fort, mais lui, mentalement, il a dû subir un truc de plus d'attention que personne dans l'histoire de la NBA, ça on peut le dire, parce que autant on peut débattre sportivement d'un point de vue scouting, est-ce qu'on préfère Jabbar ou LeBron, autant en termes de hype médiatique, c'est pas la même époque, donc c'est pas pareil. Et LeBron qui a dû encaisser ça, du haut de ses 16 ans, 17 ans, 18 ans et après, un truc que personne n'a connu, c'est pas juste qu'il a résisté à cette agitation et à cette pression et ces enjeux aussi, c'est qu'il les a complètement dépassés. C'est ça le plus fou pour moi. Vraiment, j'insiste, c'est ce qui est complètement dingue dans son cas. Mais donc je me suis dit, tiens, pour finir, pour essayer encore une fois de trouver un peu un angle différent, et si on s'amusait à faire le point, juste pour terminer, qui sont les meilleurs lycéens du pays quasiment chaque année, et voir finalement qui a réussi, qui n'a pas réussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le fameux RCSI, donc le consensus de tous les classements de lycéens qui font ESPN fait un classement, Rivals.com fait un classement, Sport 247 fait un classement, hop, et grosso modo, on fait une moyenne, un consensus, donc ça nous dit qui sont les meilleurs lycéens du pays. On va prendre ça, et si vous voulez, on peut prendre aussi en parallèle les first picks de la draft. Voilà, comme ça, on a un peu deux sons de cloche. On a le son de cloche sorti de lycée et le son de cloche aussi de la draft, donc de l'époque de la NBA. Et donc, on va voir, est-ce que LeBron est unique en termes de réussir à dépasser des attentes, ou est-ce que non, c'est une norme. Donc, on y va. On est parti. Le RCSI d'ailleurs commence en 98. Donc, vous inquiétez pas, on va pas faire 80 ans de NBA. Mais donc, RCSI numéro 1 en 98, c'est Al Harrington. Et puis Rashard Lewis est deuxième et Corleone Young est troisième. Au passage, aucun des trois n'a fait de la NCAA. Ils sont tous les trois allés directement en NBA. Bon, je pense qu'on peut dire, effectivement, eux, n'ont pas non plus atteint les sommets annoncés par le statut de meilleur lycéen du pays, futur star, etc. Bon, il y a aussi des classes meilleures que d'autres, pour le coup. Donc ça, il faut aussi en tenir compte. Mais bon, quand même, on peut s'amuser sur ce jeu-là. En 99, le meilleur lycéen du pays, il s'appelle Donnell Harvey. Voilà, Donnell Harvey, il va être drafté 22e finalement un an plus tard à la draft. On a aussi Keith Bogans qui est deuxième meilleur lycéen du pays à l'époque, qui va devenir un 3&D en NBA. Jay Williams est troisième. Donc voilà, lui, c'est peut-être celui qui a le plus répondu. Il est allé à Duke, il a fait de belles années à Duke, il se fait drafter. Malheureusement, accident de moto, fin de carrière après seulement une année. Donc voilà pour 99. QV 2000, Zach Randolph était le meilleur lycéen du pays, avec Eddie Griffin en numéro 2 et Darius Miles en numéro 3. Tiens, Gerald Wallace numéro 4. Voilà, aucun, on est d'accord. Alors, Randolph a fait une bonne carrière pour le coup. On n'a pas atteint le statut de top pick, etc. Et le first pick, année 2000, d'ailleurs, j'ai oublié de faire les first pick. First pick, c'est Kenyon Martin.
Bon, pour le coup, la draft 2000 est peut-être une des plus faibles de l'histoire et Kenyon Martin qui a fait une bonne carrière. Hein. On n'a pas eu non plus une superstar avec Kenyon Martin. Donc on avance 2001. Eddie Curry était le meilleur lycéen du pays. Eddie Curry. On a Kelvin Torbert, que je ne connaissais pas, qui n'a d'ailleurs pas joué du tout en NBA. Kelvin Torbert. Et puis troisième, Darwan Wagner. Alors Wagner, c'est intéressant parce que Wagner, c'est un mec qui justement va atterrir dans le Cleveland de LeBron James, mais un peu avant LeBron, justement, parce que lui, c'est donc classe de recrutement de lycéen 2001. Il va arriver et c'était un énorme potentiel, hein, Wagner, mais qui est un peu déçu du coup. Voilà, il reste jusqu'en 2005 à Cleveland, donc il a joué un peu avec LeBron et ensuite fin de carrière quoi, quasiment. Donc ça n'a pas marché. Et puis draft 2001, le first pick, c'était Kwame Brown. Bon, effectivement, pas non plus de superstar de ce point de vue-ci. Donc on avance 2002. Amari Stoudemire, meilleur lycéen du pays selon le RCSI. Voilà, quand même très belle carrière là-dessus, il n'y a pas de problème. Carmelo Anthony est deuxième. Voilà, on connaît aussi Carmelo. Raymond Felton, 3e. Et Rashard McCount, 4e. Et d'ailleurs, c'est la cuvée un peu de la draft 2003, celle-là. Donc, les lycéens 2002 qui vont aller vers 2003. Et en effet, on a Chris Bosh là-dedans, qui est 5e, meilleur du pays. Qu'est-ce qu'on a ? Tiens, on a un JJ Redick aussi, qui est top 10. On a Sean May, Sheldon Williams. Je pense qu'on n'a pas Wade, parce que lui était un peu plus vieux. Mais voilà, grosso modo. Donc voilà, Amari Stoudemire, Carmelo Anthony, bonne carrière, hein, même très très bonne carrière, je pense, de niveau Hall of Famer. Est-ce que Stoudemire il y est ou pas ? Je sais plus, je me perds un peu. Maintenant Jamal Crawford il va au Hall of Fame, donc je pense qu'on peut mettre Jeff Teague aussi et Tyler Son au Hall of Fame, mais bref, mais alors évidemment draft 2002, on a parlé Yao Ming. Voilà, Yao Ming qui a répondu aux attentes, je pense, en partie, mais les blessures ont empêché qu'on ait un peu plus. Du coup, 2003, bien sûr, le RCSI, meilleur lycéen du pays, c'est LeBron James. Bon, voilà, c'est peut-être le meilleur qu'on ait évoqué pour l'instant. Deuxième, c'était Lou Holding. Eh oui, deuxième lycéen du pays à l'époque. Je vous invite à aller lire le livre de Nico, justement. Mais sinon, Shannon Brown aussi était troisième. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Shannon Brown, le dunker fou des Lakers. Mais voilà, grosso modo, LeBron quand même assez au-dessus. Tiens, cinquième meilleur lycéen du pays à l'époque, Kendrick Perkins. Eh oui, et qui en fait était un pivot dominant en high school. Kendrick Perkins, pour le coup, post-up, scoring, etc. Oui, c'est un peu drôle à lire aujourd'hui. Même année que LeBron, on a Chris Paul, 6e meilleur lycéen du pays, Chris Paul au passage. Et puis draft 2003, vous savez, c'est le même, c'est LeBron James. RCSI 2004, qui est le meilleur lycéen du pays ? C'est Dwight Howard. Dwight Howard, je pense qu'en effet, il a atteint un pic quand même de super méga star. Donc là, je pense que c'est un des meilleurs noms qu'on ait pour l'instant eu dans ces classements des lycéens, même d'assez loin, parce que Al Harrington, qui est-ce qu'on a dit aussi, Kenyon Martin ou des mecs comme ça, non. Pas tant que ça. Je pense que Dwight Howard, Dwight Howard, c'est quand même mieux même que Stoudemire. Le pic atteint par Dwight est largement au-dessus de Stoudemire, défenseur de l'année 3-4 fois, mais surtout pendant qu'il était défenseur de l'année, il est aussi go-to-guy d'une équipe d'Orlando qui est quand même très très bonne. Alors c'est pas que lui, mais tout de même. Donc voilà, Dwight Howard, ok pour le meilleur lycéen de 2004. Il y avait aussi Sean Livingston qui était deuxième au passage, qui on connaît l'histoire, la blessure horrible de Sean Livingston, qui était un grand meneur, très très fin, très coté, mais carrière un peu cassée à cause de la blessure. Et heureusement, il se fait une deuxième partie de carrière très très belle. Mais voilà, c'était un top lycéen. Al Jefferson était troisième. Al Jefferson, quatrième. Josh Smith, qui lui aussi a sauté le pas directement vers la NBA. Rudy Gay aussi, qui lui est parti à la fac. Sébastien Telfair également, qui était un top lycéen, mais un meneur un peu petit, Telfair, je pense que certains peuvent connaître peut-être, mais voilà, grosso modo. Et puis draft 2004, justement, c'est Dwight. Donc Dwight Howard, meilleur lycéen du pays, qui va à la draft. Il est numéro 1. Et donc on a déjà traité son cas. 2005, qui est le meilleur lycéen de 2005 ? Josh McRoberts. Et oui, Josh McRoberts, qui était le meilleur lycéen le plus coté, qui était, pour ceux qui ne connaissent pas, un poste 4, un peu touche à tout. Et en tout cas, en NBA, il a été un peu ça, un peu touche à tout, genre Kelly Olynyk d'il y a 10 ans, quoi. C'est un peu le poste 4, un peu shooter, un peu passeur, ce genre de choses. Donc voilà, meilleur lycéen du pays qui va aller à Duke. Par contre, le deuxième meilleur lycéen du pays, c'est Monta Ellis, qui lui va directement en NBA. Martell Webster également, 2005, troisième meilleur lycéen du pays, qui va directement aller en NBA. Webster a fait une carrière de 3&D, avec plus ou moins des pics. Ellis a connu un pic assez intéressant de créateur, mais pas non plus intéressant. Limite, moi, là où il mettait beaucoup de points par match aux Warriors, bon, c'était sympa, mais je crois que j'ai préféré le passage, moi, aux Mavericks, en fin de carrière, où il est un peu plus vétéran. Mais voilà, pour Monta Ellis, c'est pas non plus un pic de fou. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi ? Tiens, on a Lou Williams qui est 5e de cette cuvée. Lou Williams. Et Mario Chalmers qui est 8e, pour le coup. Et Andrew Bynum qui est 10e. Enfin, Chalmers, du coup, est 8e à égalité, donc 9e. Et donc Bynum qui est 10e. Voilà, Bynum, on connaît aussi. Et à la draft 2005, c'est un étranger encore qui est first pick. Mais
un étranger passé par la NCAA. C'est Andrew Bogut, le pivot australien qui était passé par la fac de Utah. Et donc first pick en 2005. Donc voilà, c'est pas aucune méga star là-dedans non plus. Bien en dessous de LeBron. Classe de recrutement de lycéens 2006. Greg Oden, numéro 1. Kevin Durant, numéro 2. Effectivement, les deux sont des méga ultra giga phénomènes. Alors malheureusement Oden, on l'a pas vu sur la longueur et on l'a pas vu en NBA, mais c'était la folie. Greg Oden, c'était le pivot, voilà, le moule du pivot qu'on voulait, le Shaquille O'Neal. C'était en 2007, donc draft 2007, mais donc classe de lycéen 2006 du coup. C'était le défenseur très grand, très long, très très costaud, hyper lourd et post-up, domination de post-up qui amène son équipe jusqu'en finale du tournoi avec Mike Conley en meneur. Durant, effectivement on connaît, et donc Durant ça a donné ce que ça a donné. Le troisième c'était Brandon Wright, vous savez le pivot vertical là, qui bondissait partout. Bon, c'était juste un catch and finish en NBA. Spencer Hawes était quatrième. Spencer Hawes, voilà. Le pivot shooter. Ty Lawson, 5e. Thaddeus Young, 6e. Et Chase Budinger, le volleyeur, qui était 7e au passage, mais bref. Par contre, premier choix de la draft 2007, c'est Greg Oden. On connaît l'histoire, malheureusement. Ça n'a pas été au niveau de la hype. Enfin, on n'a pas eu ce on aurait voulu. Classe de lycéen 2007. Et là, c'est là qu'on va avoir peut-être une comparaison intéressante avec LeBron. Le meilleur lycéen s'appelait O.J. Mayo, le meilleur lycéen du pays. Et je pense que de tous les noms qu'on a évoqués pour l'instant, en termes de hype, c'est peut-être celui qui était comparable à LeBron. Alors peut-être pas autant, mais clairement celui qui s'en rapproche le plus pour l'instant, O.J. Mayo, avec un mec qui était connu depuis des années et des années dans les circuits un peu de jeunes ou de très jeunes, suivi de très près. Donc c'était vraiment un phénomène médiatique. Lui, je suis pas sûr qu'il ait craqué en termes de mental ou de la pression. C'est juste que, au final, il était intéressant. Mais là où il dominait un peu sur les niveaux de jeunes, c'était aussi sur la puissance. Et il n'était pas hyper grand, mais sur la puissance, justement, et puis un shot-making, le tir, etc. Mais sauf qu'au niveau NBA, il avait moins de différentiel taille et puissance aussi. Donc ça, c'est un peu perdu. Le shoot aussi, c'était cool, hein, mais le drive était peut-être pas là à cause de, justement, le manque d'explosivité et le fait qu'il était plus petit que la compétition comparé au lycée. Mais franchement, Mayo, en termes de médiatisation, c'était la folie. Bon, deuxième, Kevin Love, on connaît aussi qu'il est parti à UCLA. Eric Gordon, troisième. Michael Beasley, quatrième. Derrick Rose, cinquième. Celle-là, elle est très costaud aussi. La classe de lycéen 2007. Et du coup, je me rends compte que j'ai sauté une année, j'ai inversé. J'ai parlé de Greg Gordon tout à l'heure, alors qu'il fallait qu'on parle de 2006 tout à l'heure. Donc 2006, c'était Bargnani. Bargnani, qui était un mec qui sortait pas du tout des États-Unis. Bargnani, first pick. Bon, pour un first pick, c'est pas non plus une top carrière. Je pense que Bogut, en 2005, first pick, il devient, au début, c'est un pivot de post-up offensif qui est intéressant, mais jamais All-NBA. Et ensuite, deuxième partie de carrière en pivot défensif très bon. Mais voilà, Bogut n'a pas non plus confirmé le statut de first pick non plus, contrairement à Dwight avant, contrairement à LeBron avant, contrairement à Yao Ming avant. Et je pense que c'est un peu pareil pour Bargnani, qui était un peu le pivot shooter du futur, mais un peu trop tôt peut-être, et puis peut-être aussi un peu trop unidimensionnel. C'est-à-dire que ce qu'on voyait un peu en dribble, notamment, et en création de périmètre, on l'a pas vu autant en NBA, plus la défense qui était cata. Donc voilà, first pick 2006, j'ai inversé les années, excusez-moi. On avance, classe de recrutement 2008, le meilleur lycéen du pays, Brandon Jennings. Là encore, un mec qui, en termes de hype, finalement, a un peu déçu. Jennings, clairement, on a fait un épisode sur lui, hein, si ça vous intéresse, le détail de Jennings. Le grand malentendu à propos de Brandon Jennings, au passage, on a fait un Pourquoi j'avais tort, c'est le premier. Pourquoi j'avais tort, je crois. Non, le deuxième. Deuxième, Pourquoi j'avais tort, je vous invite à aller écouter ça. Deuxième lycéen, c'était Jrue Holiday. Tariq Evans, c'était troisième. Voilà. Donc ça, pour le coup, Jennings n'a pas répondu aux attentes de la hype, un peu comme O.J. Mayo. Et Jennings aussi très coté, hein, très médiatisé. Et c'était aussi pourquoi, parce que, alors Mayo était connu depuis très longtemps. Jennings, c'est aussi la période de ah tiens, en 2008, on a aussi plus facilement accès à Internet, et c'est le début des mixtapes un peu high school, un peu voilà, ce genre de choses. Donc la cote venait aussi un peu de là, et donc Jennings a déçu. Et draft 2008, par contre, le first pick n'a pas déçu, c'est Derrick Rose, qui n'est peut-être jamais été aussi bon que ce que certains pensent. Je pense que le pick a été très cool, hein. Bon, il a été élu MVP, tant mieux pour lui. Mais bon, moi j'aurais un peu plus de réserve, je le mettrais pas automatiquement. Je pense pas qu'il a jamais été top 3 ou top 5 NBA pour sûr, Rose, mais à la limite c'est quand même une top carrière, malheureusement gâchée par les blessures. Et donc on avance, la classe de lycéen 2009, le meilleur lycéen du pays, s'appelait Derrick Favors. Deuxième, John Wall. Troisième, DeMarcus Cousins. Et quatrième d'ailleurs, Avery Bradley, le 3&D de Boston. Bon, je dis ça, mais depuis tout à l'heure, je ne détaille pas. Selon les sites, c'était pas pareil. Notamment, là, c'est le RCSI et le consensus. Je crois que ESPN avait John Wall en numéro 1. Et pour le coup, John Wall, qui donc n'est que deuxième sur le consensus de tous les classements,
John Wall était aussi un méga phénomène et qui en partie a répondu, mais pas totalement. Là encore, on a fait un épisode sur le John Wall il y a pas longtemps, ça vous intéresse aussi, mais il n'a pas répondu à ce point aux attentes. Tout comme d'ailleurs DeMarcus Cousins. Mais lui, c'est aussi peut-être un peu de sa faute, mais je pense que Cousins, en termes de scouting, un cocktail de fou aussi, mais on n'a pas eu. Et Favors, c'est côté parce que explosivité, et finalement, il a aussi déçu de ce point de vue-là. Donc c'est assez évident. Draft 2009, le numéro 1, c'est Blake Griffin, qui, je pense que, on peut dire que c'est bon. Superstar, mégastar, quoique pas non plus top 5 pour sûr. Je suis pas sûr qu'il ait jamais été top 5 NBA non plus. Donc est-ce qu'on peut, dans ce cadre-là, dans ces standards un peu exigeants, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il a pas un peu déçu? Je sais pas, mais en tout cas, ça a quand même été une mégastar NBA, je pense, facilement, Griffin. Donc ok. Lycéen 2010, Harrison Barnes, numéro 1. Harrison Barnes, meilleur lycéen du pays. Lui, vous voyez, pareil, un mec qui était ultra giga coté. Bon, on a bien vu que ça a un peu déçu. C'était un peu censé être le Kobe des ailiers, comme dit Nico Stilbalin, il me répète ça à chaque fois. Mais lui, il a déçu parce qu'il n'y avait jamais la mentalité, la création offensive en soi n'est jamais trop venue. Donc voilà, lui, on peut le ranger dans les déceptions pour le coup. Deuxième, c'était Kyrie Irving, qui lui, il a fait son boulot. Je pense qu'on peut dire Kyrie. Troisième, ou plutôt deuxième à égalité, c'était Jared Sullinger, le poste 4 qui va finir à Boston, drafté plus bas, et qui, on a raconté l'histoire déjà, qui aurait pu être le first pick en 2011, mais qui n'est pas allé à cause du lockout. Brandon Knight aussi 4e, et Tobias Harris 5e, pour le coup. Donc voilà. Mais voilà. Je pense que Barnes, on peut le classer avec les Jennings et avec les O.J. Mayo sur... Bon, mais contrairement à LeBron, lui, en effet, la hype, il est un peu déçu, même largement déçu. Et puis, first pick en 2010, c'est John Wall, on a déjà parlé. Ensuite, on enchaîne en 2011, le meilleur lycéen du pays 2011, Anthony Davis. Bon, ça va. Je pense qu'il a quand même bien répondu. Par contre, il y en a un qui a déçu par rapport aux attentes et à la hype qui était assez grosse. C'était Austin Rivers. Et oui, le fiston de Doc qui était un top lycéen, vraiment très 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 coté. Il va à Duke. Il fait pas une grosse année à Duke. Il met quand même un buzzer beater contre North Carolina, donc forcément ça sauve un peu la saison. Mais il se fait drafter 10e par les Hornets. Oui, Hornets à l'époque, oui. Hornets. Donc Nouvelle-Orléans avec Davis d'ailleurs au passage. Donc les Hornets qui ont récupéré les 2 meilleurs lycéens du pays il y a 12 mois plus tôt, pardon. Et donc carrière un peu décevante, mais voilà, lui aussi un très très coté, très hypé. Bon, on va pas dire pourquoi ça a loupé, il y a plein de raisons, mais... Et draft 2011, first pick c'est Kyrie, on connaît. 2012, lycéen 2012, Nerlens Noel. Bon, bien déçu, blessure mais bien déçu. Et on n'était pas non plus sur une cuvée de lycéen qui était géniale. Et puis première égalité, c'est aussi Shabazz Mohamed. Là-dessus, je ne peux pas faire plus que vous renvoyer vers l'épisode numéro 200 du Basket Lab, notre spécial Shabazz Mohamed. C'est un peu, voilà, tout est dit là-bas, mais grosso modo, lui, c'est un méga hype aussi, méga giga hype Shabazz Mohamed, mais qui pour plein de raisons s'est planté. Notamment, il avait menti sur l'âge et plein de raisons un peu nébuleuses comme ça, mais bref. Donc Shabazz, je pense qu'on peut le rentrer là-dedans, dans ce côté hype qui a déçu. First pick 2012, Davis, on a déjà parlé. On avance, lycéen 2013, Andrew Wiggins. Lui, on peut le mettre dans cette catégorie des méga giga lycéens hypés, mais contrairement à LeBron, il n'a pas répondu. Je pense qu'en partie, c'était aussi un mauvais scouting. Je pense que non, en fait, il avait rien à faire là. Je comprends pourquoi il y était, parce que les classements ESPN et lycéens, parfois, ils aiment bien les explosivités, justement, les trucs athlétiques. Lui, il était appelé on l'appelait le Maple Jordan. On l'appelait le Jordan canadien, quoi, grosso modo. Wiggins. Bon, vous avez vu dans la série à quel point j'ai tapé sur lui pour plein de trucs qu'il n'avait pas. C'est que, voilà. Donc, mais tout de même, en termes de hype, c'est un mec qui, lui, n'a pas répondu à la hype. Un mec qui est un peu déçu de ce point de vue-là. Alors, il fait une carrière solide et il fait la carrière que certains analystes de Basket Info de l'époque disaient qu'il pourrait faire, c'est-à-dire giga super all-player, mais pas go-to guy. Mais voilà, pour le coup, on n'a pas répondu aux attentes. Et un autre qui n'a pas répondu, donc deuxième, c'était Julius Randle. Et troisième, Jabari Parker. Et même Parker, certains disaient, c'est le meilleur lycéen depuis LeBron James. Jabari Parker, qui est un ailier scoreur, qui était le premier à Chicago, dans la région basket de Chicago, à gagner 4 fois le titre de meilleur lycéen de meilleure équipe au lycée. Donc le titre de champion de l'État de Chicago, c'était inédit. Premier à le faire, donc lui, totalement déçu. First pick 2013, Anthony Bennett, on n'en parle pas, évidemment, pour le coup. Meilleur lycéen 2014, Jalil Okafor. Emmanuel Mudiay, 2e, Stanley Johnson, 3e, Cliff Alexander, waouh, 4e, c'est vrai, je m'en souviens ça, à Kansas, mais qui n'a rien fait. Et 5e, c'est Karl Anthony Towns. Okafor, bon, le cas est plus compliqué que simplement dire oui, c'est un pivot de post-up dans une époque où il n'y avait plus besoin. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est pas que ça, il n'aurait pas été drafté 2e, s'il y avait que du post-up un peu à l'ancienne. Mais oui, en effet, Okafor a aussi déçu, pour le coup, il s'est un peu planté. Mudiay, n'en parlons pas, mais Mudiay, qu'est-ce qu'il foutait là, quoi. Mudiay, c'est ok, t'es grand et t'es costaud face à des lycéens,
Mais enfin, je pense que ça aide aussi de dire tout ça quand j'énumère un peu ces classements. On se dit, ah oui, en fait, les scouts ESPN et les scouts des médias, des sites de lycéens, c'est peut-être pas les meilleurs. Et voilà, il manquait le basket en fait chez Moody. C'est un peu le problème. En plus, il est parti en Chine, lui. Il a pas fait de la NCAA, il est parti en Chine pour gagner un peu d'argent. Et puis, First Pick 2014, Wiggins, on a déjà tapé sur lui, donc avançons, mais il a déçu, bien sûr. Meilleur lycéen 2015, Ben Simmons. Et là, pour moi, un mec qui a déçu, mais qui a déçu par rapport à des attentes qui auraient jamais dû exister. C'est-à-dire que, ben non, en fait, c'était pas le nouveau LeBron James. Alors que tout le monde disait c'est le nouveau LeBron James, hein, Ben Simmons. Mais en fait, je veux dire, tu passais 3 matchs à le voir à LSU, tu disais mais non, non. Ok, c'est un mec de 6-8 ou 6-9 qui passe, d'accord. Mais tout le reste du jeu, il l'a pas. Le scoring notamment, il l'a pas. Donc, d'où vient cette comparaison? Par contre, c'est vrai qu'on a quand même une version All-NBA en 2018, 19, 20, 21. Bon, il a peut-être pas été, mais il était de niveau pour moi All-NBA ces 4 années-là. Donc, ouais, c'était quand même un joueur très solide. Mais par rapport à la hype qui était démesurée, il l'a pas répondu. Et puis, en 2015, c'est Kat qui est first pick, on a déjà parlé. 2016, meilleur lycéen du RCSI, c'est Josh Jackson. Et on a aussi Harry Giles. Bon, Giles, c'est blessure. Giles, c'était un poste 5, grand, très très long et très athlétique, qui malheureusement s'est fait le genou très tôt. Donc même quand il arrive à Duke, il s'est déjà fait le genou à Duke. Donc en fait, voilà, c'était un peu fini. Et on a perdu toute l'explosivité qui faisait sa force aussi. Hein. Un espèce de Chris Bosh, mais sous amphétamine, quoi, si vous voulez. C'est un peu ça l'idée. Grand, shooter, passeur aussi, énorme passeur, mais qui avait plus de genoux. Et puis Jackson, par contre, lui, juste, il s'est planté, quoi. Mais voilà un peu pour 2016. Ben Simmons, first pick 2016 de la draft, on a déjà parlé. 2017, Marvin Bagley, meilleur lycéen du RCSI. Michael Porter Jr., deuxième. Troisième, DeAndre Ayton. Faut rappeler aussi que Marvin Bagley s'est reclassé. À la base, c'était Michael Porter, le meilleur lycéen du pays. Et Porter a déçu. Mais Porter, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on le met premier? C'est peut-être que les scouts de l'époque étaient pas top de dire oui, c'est le prochain Kevin Durant, juste parce qu'il est grand et qu'il shoot. Mais en vrai, il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a pas le dribble, il n'y a pas le drive, il n'y a rien avec ballon, quoi. À part des pull-ups compliqués. Donc, oui, il a déçu par rapport à des attentes, mais attentes qui n'auraient jamais dû exister. Marvin Bagley était censé faire partie de la QV d'après, mais il s'est reclassé en lycée. Il a décidé de quitter le lycée plus tôt. Enfin bref, c'est compliqué les Américains, mais grosso modo, bon, lui, profil aussi assez atypique, un peu trop unidimensionnel et pas assez bon en défense. Mais voilà, c'était pas non plus des mecs qui avaient une cote énorme. Peut-être le plus gros, c'était Porter Junior, mais comme dit, la cote était un peu... n'était pas bonne de base. Donc oui, il a déçu par rapport à ça, mais bref, first pick 2017, Markelle Fultz. On parle pas de Markelle Fultz, s'il vous plaît, pour le coup. 2018, lycéen 2018, R.J. Barrett. Eh oui, R.J. Barrett était le meilleur lycéen de la classe de l'époque. Lui aussi, c'est comme Wiggins. C'est pas parce qu'ils sont canadiens, mais c'est comme Wiggins, c'est-à-dire canadien, ok, mais surtout suivi depuis qu'il a 12 ans. Le phénomène, le fils d'un pro qui a joué en France d'ailleurs, Rowan Barrett. Mais lui, c'est pareil, c'est un mec, il a un peu stagné, mais parce qu'il n'y avait pas certaines qualités et qu'il faisait aussi beaucoup de la différence au niveau lycée, au niveau AAU et au niveau international par la taille, le différentiel de taille. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur lui à l'époque d'un tournoi où il avait 16 ans, mais il gagnait un peu par la taille, mais même à l'époque de la vidéo, on dit, manque de flexibilité, il sait pas descendre sur les appuis, il sait pas dribbler ou ce genre de choses, quoi. Donc, bon, bref. Après, l'autre à mettre en lumière, c'est peut-être Zion Williamson, qui en effet a été un phénomène, mais tout le monde n'accrochait pas de suite parce que on voyait les dunks de fou, mais certains disaient mais il manque peut-être le passing ou il manque le basket, quoi. On voit l'athlète, on comprend que l'athlète est peut-être un des meilleurs athlètes de l'histoire, mais est-ce que vraiment il y a un joueur derrière? Bon, comme déjà dit, hein, après 2 matchs à Duke, on a dit oui, en fait c'est bon, le basket est là, il est first pick, on n'en parle plus de toute l'année, mais voilà, Zion, pour le coup, pour moi c'est un mec qui a répondu aux attentes en partie quand on le voit jouer. Le problème c'est qu'on le voit pas jouer, donc en vrai de vrai, encore un qui répond pas encore totalement aux attentes. Pas au niveau Josh Jackson, hein, mais tout de même, quoi. Donc je pense que Barrett et Williamson, et Zion, je pense que c'est des mecs qui répondent pas forcément totalement à la hype qu'on leur avait donnée au début. Draft 2018, le first pick, c'est Luka Doncic sur le Basket Lab et on n'en parle pas. Non, c'est Ayton, mais bref, on s'en fiche d'Ayton. Meilleur lycéen 2019, c'est James Wiseman. Bon, encore un qui a plutôt déçu par rapport aux attentes, je pense qu'on peut dire. Stewart aussi, Isaiah Stewart numéro 2, et troisième c'est Cole Anthony qui avait une grosse cote, hein, Cole Anthony, le fils de Greg Anthony. Mais voilà, pour le coup on est en dessous des attentes, je pense. Draft 2019, c'est Zion le premier pick, on a déjà parlé. Lycéen 2020, Cade Cunningham, phénomène Cade Cunningham qu'on connaissait depuis déjà 2-3 ans avant la draft et avant le lycée, même je veux dire, enfin avant la fin du lycée. Et ouais, Cade c'était quand même un sacré phénomène aussi, qui était le mec grand et intelligent, passeur depuis une grande taille.
je pense qu'on peut dire qu'il fait quand même une très très belle carrière en NBA. C'est pas parfait, notamment le scoring et notamment l'efficacité, c'est pour moi ce qui fait qu'il n'est pas encore au niveau de top 5, top 10, top 15 NBA, évidemment. Mais voilà, on peut pas dire qu'il a déçu ou qu'il répond pas aux attentes non plus. Donc voilà pour 2020, le first pick en 2020, vous le savez, c'est Anthony Edwards, qui ça va, il fait sa petite carrière, je pense qu'on peut le dire, lui il déçoit pas pour le coup. 2021, meilleur lycéen du RCSI, c'est Chet Holmgren, numéro 1. Numéro 2, c'est Banchero. Bon, ça c'est des cas plus récents, pas besoin de détailler, mais je pense qu'on les connaît assez bien pour le coup. Donc Banchero, est-ce qu'il est peut-être en train de décevoir par rapport au scoring, à l'efficacité et ce genre de choses? Peut-être. Et puis 2021, la draft, c'est qui? C'est Cade, justement, on a déjà parlé. 2022, meilleur lycéen, c'est Dariq Whitehead, qui lui a un peu disparu, je dois dire. Il a fini d'ailleurs un an plus tard, 22e pick à peine, en sortie de Duke. Je crois qu'il est passé un peu par les Nets, mais je suis même pas sûr qu'il soit en NBA cette année. Donc ouais, lui il est un peu déçu. Bon, Lively, on connaît, Derek Lively. 3e, Nick Smith, qui actuellement est aux Lakers d'ailleurs, qui s'est fait repêcher par les Lakers après avoir été coupé par Charlotte. Bon, je vais un peu plus vite, mais parce qu'on connaît un peu mieux cette période-là pour le coup. 2022, le first pick c'est, j'allais dire Chet, non pardon, c'est Paolo. On connaît aussi, on a déjà parlé. Le 2023, meilleur lycéen, c'est Isaac Collier, qui malheureusement va chuter ensuite un an plus tard à la draft. Il va être que 29e pick parce que petit, tout petit, donc il n'y a pas le scoring, et notamment le passing est là, mais il n'y a pas trop le scoring et donc pas trop la défense non plus. 2023 évidemment, Wemby à la draft. Et 2024, lycéen, c'est Cooper Flagg pour la QV 2024, bon, qui semble être en train, on n'a que 2 mois à se mettre sous la dent, mais je pense qu'on est bien lancé au niveau carrière NBA, donc lui peut-être qu'il va répondre totalement aux attentes. Bon, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris le temps un peu de tout détailler comme ça? C'est que vous avez vu que le nombre de lycéens top lycéen numéro 1 ou même numéro 3, on a un peu étendu. Déjà, il y en a très peu qui avaient un niveau d'attention similaire à LeBron, et même qui a vraiment réussi. Qui a vraiment réussi à ce point, qui s'est montré au niveau de la hype. On a dit LeBron, je pense qu'on peut mettre Dwight aussi là-dedans, mais c'est un peu les deux principaux que j'ai envie de mettre en avant, pour le coup. Mais finalement, les autres, on a aussi beaucoup on a des O.J. Mayo, on a des Brandon Jennings, on a des déceptions comme ça, quoi. On a des Banchero aussi en partie, ou des mecs, ou des R.J. Barrett, on a des Wiggins aussi, des mecs où finalement l'agitation a été plus grande que la carrière en soi. Donc, pour ça que je voulais un peu finir par ce petit jeu pour dire, qu'en 20 ans, 25 ans d'échantillon, LeBron, non seulement il a eu plus d'attention, encore plus de hype à supporter que tous les mecs qu'on a cités, mais en plus, il est allé au-delà. Il a totalement survécu, entre guillemets, à cette pression-là. Et on a eu le joueur qu'on a. Donc voilà pour LeBron. J'espère que ça vous aura plu un peu ces angles que j'ai essayé d'être un peu différents, plutôt que toujours faire, comme d'habitude, le scouting, etc. L'aspect historique, l'aspect aussi de hype récente, au moins, on va dire. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette série vous aura plu. Ça y est, c'est la fin. On est le 24 décembre, donc c'est fini. Le calendrier de l'Avent, c'est la fin. Donc j'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour d'autres aventures ensemble.